fut envoyé avec d'autres étudiants de magie au royaume des démons. Notre mission était de renforcer les barrières magiques entre les royaumes. Quand nous sommes arrivés sur place, tout le monde a ressenti une peur si grande qu'il a fui, abandonnant la mission. Je suis le seul qui n'a pas couru. Je suis resté seul pour faire tout le travail. À cause de cela, je n'ai pas réussi à dormir pendant des jours. C'est quand j'ai atteint mes limites que j'ai décidé que je devais créer une manière de maintenir les barrières. J'ai commencé à vivre dans la forêt proche du lieu, chassant pour survivre et me maintenir en vie. Pendant ce temps, des créatures de haut niveau tentèrent de me transformer en repas. Après 3 ans, j'avais 9 ans. J'ai réussi à dominer la magie des barrières à un niveau incroyable. Je pouvais créer des boucliers et même former une barrière autour d'un monstre pour l'emprisonner. À 12 ans, je vivais encore dans la forêt, faisant mon travail pour maintenir la barrière dans le royaume démoniaque. Les créatures colossales et terribles n'étaient plus assez fortes pour m'attaquer. À 15 ans, je pouvais créer des barrières et les déplacer librement. J'avais maintenant une nouvelle manière d'attaquer. Je me souviens avoir pensé que la chair de dragon est incroyablement délicieuse. Un autre humain a-t-il déjà goûté cela? Ainsi, je suis devenu le plus grand spécialiste en magie défensive. J'étais capable de créer des barrières et de marcher dessus. J'ai vécu dans cette forêt, protégeant les barrières pendant plus de 30 ans. Je devais accomplir ma mission. Et c'est ici que notre histoire commence vraiment. Un héros est vaincu par le roi démon. Les humains convoquent 100 magiciens. Les magiciens créent des barrières contre le royaume démoniaque, tandis que les héros luttent contre lui, année après année. Des équipes de héros tentent de vaincre le démon et échouent toujours. 30 ans passent et nous voyons un magicien de barrière de 39 ans nommé Blake. Un jour, il sort de chez lui pour vérifier l'état de la barrière et des monstres. Il note que les démons sont presque en train d'envahir et que la barrière s'affaiblit. Accomplissant sa tâche, il renforce la barrière et éloigne les créatures. Il réalise que la barrière est moins efficace et que la quantité de magie nécessaire pour la maintenir a augmenté. Il prie pour que la nouvelle équipe de héros vainque le roi démon bientôt. Pendant ce temps, les héros donnent tout dans la bataille contre le roi démon. Une héroïne utilise son épée et porte un coup massif, blessant mortellement le roi démon et l'éliminant une bonne fois pour toutes. Elle célèbre et demande à tous les héros de laisser échapper un cri de victoire. Blake réalise que les héros ont vaincu les démons. Il est choqué lorsque la brume disparaît enfin. C'est alors qu'il comprend que le roi démon a été vaincu. Après 30 ans, la brume et les monstres sont partis. Le monde sera maintenant en paix. Il espère une récompense pour avoir passé 30 ans à maintenir la barrière et protéger ceux qui sont à l'intérieur. Un mois passe et un chevalier apparaît, disant qu'il n'est plus nécessaire. Le chevalier affirme que Blake a gaspillé les fonds publics dans une barrière inutile et l'appelle fraude. Blake tente de se justifier en disant qu'il a maintenu la barrière pour éviter que la brume et les monstres n'entrent. Les chevaliers continuent de le mépriser et l'expulsent de sa cabane en disant qu'elle appartient au royaume. Après 30 ans de dur labeur, le magicien de barrière n'aurait jamais imaginé que les choses se termineraient ainsi. Il n'a d'autre choix que de retourner dans sa ville natale. Il s'arrête dans une guilde d'aventuriers et reçoit une récompense minime pour toutes ces années de travail acharné. La femme qui gère le lieu dit qu'il est un magicien de barrière arrogant et ne mérite pas plus que cela. Notre protagoniste est attristé de recevoir si peu, même après avoir tant travaillé toute sa vie. Cela le fait remettre en question la véritable utilité de sa barrière. Le lendemain, il n'a pas d'autres options de travail et doit couvrir ses dépenses. Il demande donc au maître de la guilde un emploi. La vieille dame dit qu'il n'y a pas de travail pour des personnes comme lui, puisque les magiciens ainsi sont inutiles. Les autres aventuriers se moquent de lui, disant qu'il ne trouvera même pas des emplois médiocres. Ils commencent à rire de lui pour être un magicien de barrière, désormais inutile. Jusqu'à ce que des chevaliers royaux entrent dans l'établissement, cherchant le magicien nommé Blake. Notre protagoniste se présente comme le magicien de barrière. Les cavaliers royaux demandent qu'il les accompagne jusqu'à la capitale royale, par ordre de l'héroïne. Les aventuriers qui s'étaient moqués d'eux sont choqués de le voir convoqué par l'héroïne. Il s'excuse pour la précipitation et les cavaliers royaux partent rapidement avec lui dans le carrosse en direction de la capitale. Pendant ce temps, les aventuriers de la guilde envisagent de présenter des excuses, de peur d'être punis. Notre protagoniste n'est pas habitué à ce type de confort. Ilon pense à la convocation de l'héroïne et se souvient de la fois où il l'a aidée. Il se demande si elle se rappelle de lui, du jour où il a sauvé sa vie. Enfin, il arrive à Endria, la capitale royale de Niston. En voyant que la ville est immense, il réalise qu'il n'a jamais vu autant de personnes réunies au même endroit. Dès qu'il entre dans le château royal, il se sent déplacé. L'environnement est très sophistiqué. Alice, la jeune héroïne de 18 ans, rayonne au moment où elle aperçoit Blake. La jeune fille lui demande s'il se souvient du jour où il a aidé en première ligne contre les démons. Elle est vraiment heureuse qu'il se souvienne de ce jour où il l'a sauvée. Elle le remercie d'avoir sauvé sa vie, puisqu'elle était loin de ses compagnons. Blake est gêné et ne sait pas comment réagir face aux éloges. Alice dit que les autres héros veulent également le voir, mais qu'ils n'ont pas pu venir, car ils étaient occupés.
Elle demande alors ce qu'il compte faire maintenant, étant donné qu'il doit être très sollicité pour son travail à la barrière. Notre héros fait semblant de ne pas avoir encore décidé, mais en réalité, il est au chômage. Alice suggère qu'il devrait rejoindre les mages royaux. Gunther, le vice-capitaine des mages royaux, explique qu'ils sont des mages d'élite et que les mages de barrière ne sont pas acceptés. Irritée, l'héroïne répond que grâce aux mages de barrière, les monstres et la brume ont été contenus. Gunther avertit de ne pas exagérer, car les monstres craignant les royaumes royaux, c'est pourquoi ils n'ont pas envahi. Il affirme que la barrière n'a que le pouvoir de bloquer la brume et qu'ils auraient pu gérer cela de toute façon. Cela amène Blake à conclure que les mages de barrière sont perçus comme inutiles par le public. Cependant, il y a 30 ans, tous les respectaient. À présent, leur réputation a chuté. De plus, le vice-capitaine déclare que Blake est déjà vieux et qu'il préfère travailler avec des talents jeunes et prometteurs, ajoutant que Blake n'est même pas doué. Alice veut prouver qu'il a tort. Gunther dit que cela peut être prouvé si Blake est assez habile pour le vaincre en combat. Il ajoute que Blake est un homme âgé et qu'ils ne peuvent pas simplement accepter n'importe qui comme lui. L'héroïne lui demande ce qu'il veut faire et dit qu'elle croit que Blake peut vaincre Gunther. Tout à coup, notre protagoniste accepte le défi contre le vice-capitaine de la 5e division des mages royaux, bien qu'il ne veuille pas se battre contre ce type. Gunther se réintroduit et crée une petite boule de feu dans sa main. Il avertit qu'il ne veut pas entendre de plainte lorsque le magicien de barrière sera éliminé. Puis il tire une gigantesque boule de feu contre son adversaire. Tous les mages royaux pensent que le combat est déjà terminé et s'attendent à cela du vice-capitaine. Confiant d'avoir gagné, Gunther déclare que c'était facile de vaincre un simple magicien de barrière. Mais en voyant quelque chose bouger, il demande qui ose interrompre son moment de victoire. Blake se lève et demande quand le véritable jugement va commencer. Tous sont choqués de le voir survivre au sort du vice-capitaine sans une égratignure. Gunther pense que c'est impossible, car il a lancé un sort destiné à réduire le magicien en cendres. Tentant de comprendre comment le vieil homme a survécu, il envisage que peut-être il a retenu sa force. Il se prépare à lancer un sort plus puissant et dit au vieil « Homme de ne pas esquiver s'il pense vraiment pouvoir supporter sa magie. Notre protagoniste ne dévie pas et crée une barrière pour bloquer le sort qui s'approche. » Irrité, le vice-capitaine lance plusieurs boules de feu pour l'éliminer. Les mages estiment que c'est exagéré, car personne ne pourrait survivre à de telles attaques. Notre héros trouve la magie de Gunther très faible. Il se demande si le garçon lui fait encore pression. Convaincu d'avoir déjà vaincu, Gunther reste paralysé en voyant que Blake est toujours en vie. Le vice-capitaine ne peut y croire. Il pensait faire face à un mage de barrière de bas niveau. Il le ridiculise pour ne savoir créer que des barrières. Il l'appelle inutile pour ne pas pouvoir attaquer. Il lui dit de contre-attaquer. Blake répond qu'il le fera, bien qu'un peu gêné. Il utilise un sort de barrière pour attaquer et projette son ennemi loin, le blessant gravement. Tous les mages réels sont choqués de voir que le vice-capitaine de la 5e division est lancé dans les airs. Son ennemi n'aurait jamais pensé que c'était possible d'attaquer avec une barrière. Notre protagoniste explique qu'il a simplement déplacé sa barrière et l'a écrasée contre le visage de l'adversaire. Gunther dit que ça n'a pas de sens qu'une barrière se déplace. Elle devrait être statique. Un peu gêné, le mage de barrière explique qu'après 30 ans, il a pris le coup. Il se demande si cela compte comme de la triche, puisqu'une barrière ne devrait pas être mobile. Les mages réels pensent que le mage de barrière surpasse Gunther, car il est complètement indemne. Avec son ego blessé, le vice-capitaine se demande comment il peut perdre contre quelqu'un d'aussi méprisable. En voyant les regards jugeurs des autres mages réels, il sait qu'il doit gagner maintenant. Il crée un mur de feu derrière notre protagoniste. Sans réfléchir, Blake crée une barrière derrière lui et bloque l'attaque, laissant tous, les mages réels stupéfaits et Alice satisfaite. Désorienté, Gunther se demande si quelqu'un lui a jeté une pierre ou si quelque chose a essayé de l'atteindre. C'est alors qu'il réalise que la barrière s'active toute seule. Alice dit que c'est une preuve que Blake est plus fort et que Gunther ne s'échappera pas la prochaine fois. Encore plus terrifié et hors de contrôle, le vice-capitaine refuse de laisser le combat se terminer ainsi. Après tout, échouer à abattre un mage de barrière ne décevra que Alice. Les mages commencent à fuir car il incante un sort avancé. Même eux pourraient être pris au piège. Gunther crie qu'il va utiliser tout son pouvoir pour éliminer Blake. Il invoque une énorme tempête de feu sur notre héros. Pendant que tous les mages fuient, Blake semble même indifférent au sort. Alice sait qu'une barrière normale ne pourrait pas bloquer ce sort avancé, mais la barrière de Blake peut. Elle se rappelle du jour où elle a été sauvée par le mage de barrière. Il a utilisé plusieurs mini-barrières pour vaincre les démons et sauver sa vie. Cela lui donne l'assurance qu'il ne va pas perdre ce combat. Après tout, il fait exactement ce qu'il a fait ce jour-là, utilisant ses barrières pour neutraliser l'attaque. Tombé à genoux, le vice-capitaine n'arrive pas à croire que son sort le plus puissant
puissant n'a pas fonctionné. En remarquant que le capitaine est à court de magie, il demande si le mage de barrière a gagné. Alice annonce que le mage de l'équipe de barrière est victorieux et qu'il peut rejoindre les mages réels. Elle dit qu'il a construit des barrières pour protéger le monde pendant 30 ans. C'est un accomplissement immense. Gunther essaie d'argumenter en disant qu'il n'était pas seul et qu'il avait d'autres mages avec lui. Un des chevaliers mentionne que, d'après les rapports, les autres mages de barrière n'ont pas contribué. Le vice-capitaine est choqué d'apprendre qu'il a agi seul durant toutes ces années. Pour de nombreuses raisons, abandonnant ses devoirs ou mal utilisant les fonds, il disparaissait progressivement. Ainsi, Blake a maintenu les barrières contre le royaume démoniaque tout seul pendant 30 ans. Maintenant, notre protagoniste comprend pourquoi les barrières exigeaient de plus en plus de magie. Son adversaire croit que c'est un mensonge. Le royaume démoniaque est plus vaste que le royaume d'Andria. Il trouve impossible qu'un vieux mage ait réussi à maintenir une barrière d'une telle ampleur tout seul. Alice pense que Blake prouve être encore meilleur que ce qu'elle espérait. Soudain, le capitaine Lancelot de la première division arrive pour comprendre ce qui se passe. Lancelot a 29 ans et est le capitaine de la première division des mages réels. En tant que leader suprême, il est le chef de la première division des mages réels. La plupart des personnes là-bas ne l'avaient jamais vu auparavant. Il demande au vice-capitaine Gunther de cette division d'expliquer les événements récents. Alice avait recommandé le mage de barrière, Blake, pour rejoindre l'équipe des mages réels. Gunther en doutait. Lancelot comprend alors qu'elle a conduit un test pratique. Il voit que Gunther de la 5e division a perdu le duel en essayant de se justifier. Gunther dit qu'il s'est retenu et qu'il ne serait pas juste d'y aller à fond contre eux. Un mage faible. Le capitaine de la première division lui ordonne d'arrêter avec ses excuses pathétiques. Finalement, indépendamment du titre, si vous avez des compétences, vous serez accepté. Il accueille Blake, qui est désormais membre de l'escouade royale des mages. Les autres membres trouvent étrange qu'un mage de barrière soit accepté dans ce petit groupe. Notre protagoniste est surpris de voir qu'il a réussi à entrer dans l'escouade royale des mages. Il se demande si quelqu'un comme lui, qui a seulement travaillé avec des barrières pendant 30 ans, pourra gérer cela. Alice félicite le mage de barrière, disant qu'elle a toujours cru en lui. Notre héros remercie Alice et elle dit qu'il est temps de célébrer et de manger quelque chose. Cependant, Lancelot apparaît derrière elle et dit qu'il n'a pas le temps pour cela. Ils commencent à la ramener au travail et la jeune fille essaie de résister. Le capitaine demande alors quel genre de relation le mage a avec elle, puisque Alice semble beaucoup l'apprécier. Blake répond qu'ils ne sont que des connaissances. Lancelot mentionne qu'il y a beaucoup d'opportunistes qui s'approchent d'elle. Gunther de la 5e division observe tout cela avec colère et jalousie. Quelques jours passent et notre protagoniste arrive au dortoir des mages réels à la recherche de son 4e. Les étudiants commentent qu'il est trop vieux pour être là. Notre protagoniste se sent gêné par les commentaires négatifs et cherche sa chambre. Il trouve la porte de la chambre 206. Juste quand il est sur le point d'entrer, une recrue de 16 ans de l'escouade royale des mages apparaît, demandant qui il est. Blake se présente, disant qu'il est son nouveau colocataire. Le garçon n'aime pas qu'il soit si vieux. Le jeune homme est choqué d'apprendre qu'il a été recommandé par la célèbre héroïne et qu'il a battu Gunther. Il accuse le mage de mentir et Blake comprend pourquoi cela semble effectivement un mensonge. Il fait même une scène disant que sa vie est finie maintenant que ce vieux est dans la même équipe. Il explique que les colocataires travaillent toujours dans la même équipe de division pour les recrues. Notre héros s'excuse d'être vieux et dit qu'il fera de son mieux pour ne pas déranger. Le roux arrête de faire sa scène et commente que ses cheveux sont en désordre. Il se propose de lui couper les cheveux pour ne pas gêner pendant l'entraînement. Après avoir terminé la coupe de cheveux de notre héros, il le remercie et se sent plus léger. Ensuite, l'heure de l'entraînement arrive. Les deux portent leurs uniformes pour aller s'entraîner. Deux recrues de 16 ans apparaissent, Clara et Teresa. Elles demandent qui est le vieux, puisque jamais elles ne l'avaient entendu auparavant et se retrouvent dans la même équipe que lui. Enfin, nous voyons le protagoniste avec ses cheveux coupés et une apparence plus soignée. Il se présente sous le nom de Blake. Les filles se demandent pourquoi un homme plus âgé a fini dans leur équipe et trouvent cela étrange qu'il soit une recrue. Clara avertit que Teresa va trop loin. Même en étant d'accord avec elle, notre protagoniste comprend, puisque toutes les recrues sont jeunes et il est le seul plus vieux ici. Un représentant présente le vieux en disant qu'il se joindra à eux à partir d'aujourd'hui. Alors Blake se présente comme un mage de barrière et dit que c'est un plaisir de connaître tout le monde. À cet instant, tout le monde réalise qu'il est le mage de barrière qui a battu le vice-capitaine. Les deux filles conversent entre elles, incapables de croire que ce vieux a vaincu Gunther. La rousse pense qu'ils sont dans le pétrin, car elle considère que le vieux doit être faible à cause de son occupation. Pendant ce temps, le vice-capitaine de la 5e division continue de fixer notre protagoniste avec colère. Le représentant explique que tous ici sont de nouveaux recrues et n'ont pas encore de division attribuée.
C'est pourquoi les résultats de l'entraînement détermineront à quelle division ils iront. Ils ne sont pas encore officiellement inscrits. Elle explique qu'ils réaliseront un exercice de survie et chasseront des monstres dans la forêt Mecha. Ils auront 2 semaines pour gagner des points. Les recrues se concentrent sur les exercices de survie car le lieu est rempli de miasmes et de monstres. Ils pensent que Blake a eu de la malchance. Même quelqu'un devient pessimiste, disant que la forêt Mecha n'est pas un endroit pour les débutants. Pendant que tout le monde se prépare, il dit aux mages de barrière de ne pas déranger. Chaque équipe a une voiture dragon qui les emportera au point de départ. Pendant ce temps, Gunther prévoit de montrer aux mages de barrière à quoi ressemble l'enfer. Dès qu'ils arrivent dans la forêt, tous sont effrayés par l'étrangeté de l'endroit. Un d'eux demande pourquoi le point de départ est au sommet d'une montagne, à des kilomètres de la forêt. Il dit qu'ils sont foutus et qu'ils pensaient rejoindre l'équipe officielle de magiciens pour vivre son rêve. Une fille lui dit d'arrêter de se plaindre, car c'est pathétique. Elle lui dit qu'il devrait être un leader qui montre de la confiance. Il continue à se plaindre de leur malchance et dit qu'il ne veut même pas être le leader. Cela irrite la fille, Lei, qui leur dit de commencer à vérifier la carte pour voir où ils en sont. En regardant la carte, ils réalisent qu'ils sont un peu éloignés. Ils peuvent arriver à temps s'ils accélèrent le pas. Notre protagoniste leur dit de se déplacer le plus rapidement possible. Ainsi, ils réussissent à arriver à temps pour la compétition. Ne voyant pas d'autre option, ils décident de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils traversent une montagne et une partie de la forêt remplie de pierres. Blake se plaint de la lourdeur de son bagage, qui rend la marche difficile. Ils sentent qu'ils ne sont pas encore près de la forêt. Pendant ce temps, le vieux ne semble même pas se forcer et paraît habitué à ce genre de mission. À la tombée de la nuit, ils arrivent enfin dans la forêt Mecha. Ils voient la dense brume. Une personne normale mourrait instantanément juste en y entrant. Clara dit que leur cible est un dragon coquin de niveau 2 et qu'elle a même la localisation de son nid. Le mage de barrière demande ce que signifie niveau et la rouquine est choquée qu'il ne le sache pas. Elle explique que les monstres sont classés en 10 niveaux de force et que le niveau 3 est trop fort pour des débutants comme eux. Blake la remercie, disant que l'information a été très utile et se sent validée. Les 2 filles avancent et laissent les autres derrière. Quelques secondes plus tard, le groupe recommence à marcher ensemble jusqu'à ce qu'ils entendent des bruits dans les buissons derrière eux. Ils remarquent 3 gobelins féroces venant pour les attaquer. La rouquine sait que ce sont des monstres de niveau 1 et prévoit de les affronter seule. Elle lance une boule de feu et en abat un immédiatement, mais les 2 autres avancent et attaquent de toute leur force. Clara avertit de ne jamais baisser la garde. Elle utilise un sort violet pour la sauver et vaincre le gobelin. Blake dit qu'il n'avait pas besoin de son aide pour s'occuper des gobelins. Ensuite, il commence à soigner le jeune homme après avoir remarqué qu'il est légèrement blessé. Pendant ce temps, le vieux observe tout cela à distance et dit même qu'il aurait pu aider un peu. Le groupe commente qu'il ne voulait même pas d'aide, car il a insisté pour les affronter seul. Ils continuent à marcher jusqu'à ce qu'une grande plante carnivore apparaisse. La plante attaque rapidement le mage de barrière, le faisant tomber au sol, mais il ne sort même pas avec une égratignure. Pour le groupe, il semble être tombé sans raison. Il dit qu'il a trouvé un chemin en tombant et demande à ceux qui le suivent, même s'il n'aime pas l'idée. Pendant ce temps, il vainc le monstre avec sa barrière et le groupe ne s'en rend même pas compte. Il fait simplement semblant que rien ne s'est passé. Après cela, les 2 filles suivent la direction indiquée par les garçons. Notre protagoniste commente qu'il entend le son de l'eau venant d'une certaine direction. Après avoir un peu reposé, il dit qu'il est temps de continuer à marcher. Plusieurs monstres les observent depuis l'ombre. Le groupe commence à s'endormir tandis que le vieux reste éveillé pour veiller. Soudain, un énorme lion monstrueux apparaît derrière lui et rugit, essayant de le mordre. Mais sa barrière s'active toute seule, arrêtant le monstre. Blake ne bouge pas et ne se réveille même pas à cause du bruit. Le mage dit que ce n'était rien et se propose de rester de garde, mais Blake lui demande de retourner dormir. Contente de cela, elle remercie le vieux qui continue la vigile. La rousse remarque qu'ils n'ont presque pas rencontré de monstres et pense qu'ils ont de la chance. Sans savoir que c'est grâce à Blake, tous trouvent étrange qu'il n'ait rencontré que des créatures faibles. Ils se demandent si le mage fait quelque chose. Clara dit que c'est une bonne chose, car marcher est déjà épuisant. Combattre des monstres ne ferait qu'aggraver la situation. Gunther suppose que le vieux doit être mort, puisque c'est lui qui les a envoyés au lieu le plus dangereux possible. Même s'ils atteignent leur objectif, un monstre pire qu'un dragon de Komodo les attend. L'équipe trouve alors une énorme et terrifiante salamandre de niveau 4. C'est un monstre capable de réduire une personne en cendres d'un seul souffle. Ils envisagent de fuir, mais une autre salamandre géante apparaît, entourant le groupe. Punter s'agenouille, désespéré, en disant qu'il n'y a pas moyen de vaincre les 2 monstres. Les filles sont terrorisées dès que la salamandre commence à cracher du feu agressivement. Cependant, elles réalisent que ce n'est pas chaud, car elles sont protégées par une barrière créée par le mage. Blake, le capitaine et le vice-capitaine sont complètement choqués de voir que les flammes de la salamandre sont bloquées par la barrière. Puis, l'autre salamandre libère également un tourbillon de feu qui ne les brûle pas.
Gunther comprend que la barrière les protège tous, mais il pense tout de « même qu'il n'y a pas moyen d'échapper ». Soudain, notre protagoniste commence à sortir de la barrière et dit qu'il va affronter les deux monstres. Larousse est sous le choc quand le vieux dit qu'il va sortir et qu'ils doivent rester dans la barrière. Il supplie le vieux de ne pas se servir d'appât, pensant qu'un mage de barrière ne peut pas vaincre deux salamandres. Clara croit qu'ils ne peuvent pas le laisser se sacrifier en vain. Il tente de quitter la barrière pour fuir, mais ne veut pas abandonner le vieux. La fille dit qu'il n'y a pas moyen de vaincre les salamandres. Le trio se demande ce qui se passe quand, soudain, notre héros attaque. Il tranche la tête d'une salamandre d'un coup précis, utilisant une barrière. Tous sont estomaqués de le voir vaincre une salamandre en un instant. Cependant, l'autre commence à enflammer son corps, se préparant à lancer une attaque. Dès qu'elle libère le tourbillon de flammes, notre héros saute haut et esquive. Ensuite, il atterrit au sol et invoque une barrière. La salamandre est terrifiée en voyant la barrière avancer dans sa direction en zigzag. Pendant ce temps, notre protagoniste crée des manoplats de barrière et les enroule autour de ses poings. Il se dirige vers la créature et donne un coup de poing direct dans son visage. Ce coup est explosif, détruisant tout autour et projetant la salamandre au sol. Après avoir anéanti le monstre, il récupère ses affaires comme si de rien n'était, se sentant nostalgique en se remémorant comment il avait l'habitude de vaincre de nombreux lézards dans la forêt. Il trouve ses salamandres un peu faibles pour un niveau 4. Son équipe est choquée par son niveau de force et commence à complimenter le vieux. Il trouve étrange qu'il le considère comme fort, mais cela a du sens puisque c'est lui qui a utilisé des barrières pour chasser les monstres. Thérèse est surprise de voir qu'il a vaincu deux salamandres en utilisant la magie de barrière, au lieu de l'employer seulement pour se défendre. Elle réalise que cet homme n'est pas normal. Il peut manipuler les barrières et est incroyablement puissant. Pendant ce temps, Gunther est absolument convaincu que le mage des barrières est déjà mort. Après tout, c'était un chemin traître, rempli d'ordres de monstres, qui se terminait dans un nid de salamandres. Convaincu que tout le groupe n'a pas survécu au parcours, le superviseur dit qu'ils ont fait un excellent travail et que l'équipe F est la première à atteindre la destination finale. Gunther est confus de les voir vivants et d'être les premiers arrivés. Essayant de garder son calme, il se dit qu'ils ont dû fuir et qu'ils n'ont probablement pas collecté les matériaux des monstres. Mais ils ont ramené des crocs de salamandres, le meilleur résultat qu'un groupe ait jamais atteint dans l'histoire. Le vice-capitaine est atterré qu'un groupe Phallo ait réussi à vaincre deux salamandres de niveau 4. Ensuite, il félicite l'équipe et ajoute ses conquêtes à leurs points. Les plus expérimentés se demandent pourquoi il y avait des salamandres sur un parcours qui devait avoir uniquement des créatures de bas niveau. Evelyn n'arrive pas à croire qu'ils ont été les meilleurs. Clara dit que tout cela est grâce au vieux. Au-delà de vaincre les salamandres, il a dit qu'il les a guidés de retour. Ils n'auraient pas réussi sans lui. Le vieux a rétorqué que ce n'était pas vrai. Ils ont surmonté les obstacles ensemble en travaillant en équipe. Vient alors le commentaire qu'il n'a donné qu'un petit coup de main et qu'il n'a pas fait grand-chose. L'équipe remercie le vieux en disant qu'il est vraiment un bon gars. Ils admettent avoir eu plus de contretemps en chemin que les autres équipes. Cela semblait trop coïncident. Thunder est rempli de haine et ne veut pas en rester là. Il désire se venger du mage de la barrière. Quelques jours passent et l'entraînement se fera maintenant sous forme de compétition. Ivan se plaint qu'il n'y a pas beaucoup d'espace et il décide alors de se déplacer vers la deuxième zone, où il y a moins de personnes. Le vice-capitaine affiche un sourire sinistre, comme s'il planifiait quelque chose impliquant Blake. Le vieux et la rousse sont sur le point de commencer à se battre. Pendant ce temps, Vander dit qu'il va instruire l'équipe. Cela amène les autres à se demander pourquoi le vice-capitaine est venu personnellement sur leur terrain d'entraînement. Il leur dit de se positionner et de cesser de chuchoter. Il précise que le mage de la barrière n'a pas besoin de participer. Il regroupe le trio en excluant le vieux et dit que le cours va bientôt commencer. Quelques secondes plus tard, Teresa est déjà au sol, blessée. Clara commence immédiatement à la soigner. Pendant ce temps, Gunther leur dit de prendre cela plus au sérieux. S'ils combattaient des monstres, ils seraient déjà morts. Les trois se relèvent alors que l'homme affirme que la leçon n'a même pas commencé. Notre protagoniste intervient. Le mage arrogant lui dit de ne pas s'en mêler. En voyant Blake en fureur, c'était exactement le type de réaction que Gunther voulait provoquer pour faire sentir au mage qu'il était impuissant. Il dit alors à Evan de se lever et de se positionner. S'il n'obéit pas, il le forcera à bouger en utilisant sa magie de feu. Il lance un sort de tourbillon de feu et le projette sur le trio de recrues. Après avoir attaqué la jeune équipe, il prétend que sa main a glissé et blâme le mage de la barrière pour l'avoir insulté. Il affirme qu'il ne devrait pas être mal compris. Il ne les a pas éliminés, il les a seulement un peu disciplinés, de façon exagérée, et peut-être les a-t-il un peu brûlés. À mesure que la fumée commence à se dissiper, il veut voir l'état misérable des compagnons du mage.
Mais ils ne sont pas brûlés, car il a lancé une barrière autour de ses compagnons. Gunther reste choqué de les voir sans une égratignure. Evan réalise que c'est la barrière du vieux qui a sauvé leur vie. Le vice-capitaine est irrité, car le mage a réussi à faire quelque chose sans qu'il s'en rende compte. Les véritables magiciens trouvent curieux que le vice-capitaine soit en train de se battre contre l'équipe. Matt justifie cela en disant qu'il était en train de former les recrues, mais ils ont déjà atteint leurs limites. La rousse déclare que ce n'est pas de l'entraînement, mais une attaque. Elle ne veut pas que Gunther s'en tire sans rien. La jeune fille aux cheveux clairs veut vaincre ses propres camarades, affirmant qu'ils peuvent continuer la leçon et qu'ils ne vont pas abandonner. Les magiciens sont surpris qu'ils veuillent toujours continuer, même épuisés. Ils espèrent qu'ils vaincront Gunther. Le vice-capitaine sait que s'il s'arrête maintenant, les gens commenceront à dire des choses horribles sur lui. Il y a des sentiments conflictuels entre deux camarades et ils décident de travailler ensemble pour vaincre. Gunther les appelle des perdants, disant qu'ils ne le vaincront jamais en duel, tout en lançant plus de magie de feu. Ils parviennent à éviter l'attaque, car une autre barrière apparaît et les protège, rendant le capitaine furieux. Clara et Evan, maintenant irrités par le mage trompeur, commencent à lancer leur propre sort. Gunther est touché et blessé par leur magie combinée. De plus en plus furieux, il révèle son vrai visage et promet qu'il ne les laissera pas s'échapper. À ce moment, le vieux se place devant eux et ouvre les bras pour les protéger. Pendant ce temps, les autres magiciens crient à Gunther d'arrêter ce qu'il fait. Il affirme qu'il n'était qu'en train d'instruire l'équipe. Ils lui disent d'arrêter de chercher des excuses. Réalisant qu'il avait un certain ressentiment contre Blake, maintenant, ils comprennent pourquoi il a visé l'équipe Met. L'autre capitaine dit que Gunther est écarté de ses fonctions. Il pourrait même être licencié. Cela fait exploser l'homme de rage. Il exige de savoir pourquoi il doit subir cela. Il blâme entièrement Blake, déversant toute sa colère et sa frustration sur le mage des barrières. Après cela, ils font une pause. Blake reçoit le repos qu'il mérite. Il est satisfait de voir Gunther être mis à terre. Clara dit que le point de départ de l'exercice avait été une manœuvre mesquine du vice-capitaine. L'ancien s'excuse d'avoir causé des problèmes à l'équipe et précise que ce n'est pas de sa faute. On lui demande comment il est devenu si fort, alors qu'il a utilisé des barrières que personne n'avait jamais vues auparavant. Avant qu'il ne puisse expliquer, une femme arrive avec des ordres de la sage sorcière Eda pour escorter Blake. L'homme reste confus et la femme l'entraîne en disant qu'ils sont pressés. Les deux filles trouvent étrange qu'Eda, du groupe de l'héroïne, ait été celle qui l'a convoquée. Ils arrivent à l'Institut de recherche magique dans le royaume d'Andria. Eda, la sage sorcière et directrice de 13 ans de l'Institut, retrouve avec joie le mage. Le protagoniste est heureux de la voir en bonne santé après tout ce temps. Elle s'énerve contre lui pour traiter une Brujah extraordinaire et géniale, qui apparaît seulement une fois par siècle comme une enfant. Mais en vérité, Eda ne s'en soucie pas. Notre héros lui présente ses excuses et va droit au but. La sorcière a convoqué le mage parce qu'elle a besoin de sa force pour capturer des monstres. Elle explique que les cages physiques ne fonctionnent pas sur des monstres enragés. Certaines espèces émettent un miasme. C'est pourquoi ces recherches ont été limitées aux habitats naturels des monstres, ce qui est une méthode inefficace. Son désir est de capturer les monstres et de les étudier à l'Institut de recherche magique. Il pourrait même trouver une contre-mesure contre le miasme. Elle sait que les héros sont protégés par la divinité et peuvent bloquer le miasme. C'est la raison pour laquelle ils peuvent entrer dans le royaume des démons. Revenant au sujet original, la sorcière demande s'il peut capturer des monstres d'un niveau supérieur à 5. Son assistante dit qu'elle surestime les mages de barrière, mais à ce moment-là, le protagoniste déclare qu'il pense pouvoir capturer des monstres au-dessus du niveau 5. La sorcière semble convaincue par les paroles de Blake. Notre protagoniste croit qu'il peut gérer le niveau 5, étant donné que les salamandres étaient de niveau 4. L'assistante considère cela comme absurde. Elle pense qu'il ne sera pas capable de mener à bien la tâche. Cependant, notre héros dit qu'il s'en sortira. Elle pense qu'il ment sur tout cela. Pendant ce temps, la sorcière a déjà décidé que Blake devra coopérer. Elle ne tolérera pas d'objection de la part de ses assistantes, qui s'excusent immédiatement. Elle dit de ne pas s'inquiéter pour l'équipe de mages et qu'elle enverra une demande formelle. L'assistante d'Eda est irritée par le fait que ce mage tire profit d'elle. Dans ce cas, elle ressent le besoin de protéger la jeune fille. Notre protagoniste éprouve un mauvais pressentiment et commence à se sentir inquiet. La sorcière annonce qu'il se dirige vers la mine abandonnée de Berberon. Toutes les sorcières d'Eda montent sur leur dragon pour partir en mission. La sorcière dit qu'elle a de la chance de l'avoir retrouvé si vite, et le protagoniste précise qu'il s'est déjà rencontré avec Alice. Eda commente qu'Alice est toujours ainsi, semblant excessivement joyeuse. L'assistante se demande pourquoi il s'entend si bien avec sa maîtresse. Elle affirme que si le mage n'avait pas sauvé dans la forêt, tout le monde serait mort ce jour-là. Le héros chassait dans la forêt du roi démon quand il a accidentellement rencontré Alice et l'a sauvée. Il se rappelle être dans la forêt de la mort et avoir vu la jeune fille blessée au sol. Alice avait dit que ses compagnons étaient aussi en danger et lui avait demandé de les sauver. Notre héros a fouillé la zone et a trouvé Eda encerclée par des monstres.
La forêt de la mort interfère avec l'essence de quiconque y entre. C'est pourquoi l'équipe a été séparée. S'ils ne les avaient pas sauvés, tout le monde serait mort à cet endroit. Faisant preuve de modestie, notre protagoniste dit que ce n'était pas grand-chose. La jeune fille trouve cela très gentil de sa part. Il remarque que la jeune fille semble, il s'amuse et ressent des jalousies. Il a passé toute sa vie à maintenir des barrières depuis l'âge de 9 ans. Il se demande s'il peut jouer comme les enfants qu'il voit dans la rue. La fille confiante dit qu'elle est une mage géniale depuis sa naissance et qu'elle ne joue pas avec les enfants. Mais elle semble presque vouloir qu'il aille jouer avec eux. Quelques jours plus tard, il arrive à la mine abandonnée de Barbaro. Il remarque qu'il y a beaucoup de miasmes et cela semble dangereux pour les magiciens plus faibles. Blake dit qu'il créera une barrière pour que tout le monde puisse entrer. Il pense cependant qu'il est impossible de faire mouvoir une barrière. Pour prouver qu'il peut, notre protagoniste crée une barrière autour de lui et entre dans l'espace plein de miasmes. Les magiciens plus faibles trouvent cela absurde d'entrer dans un endroit avec un miasme aussi dense. Soudain, il revient et demande s'ils vont aussi entrer, prouvant que la barrière fonctionne. Eda explique que c'est l'un des effets de la barrière de Blake. Il leur dit de laisser les dragons à l'extérieur. En voyant la barrière mobile autour d'eux, tous se demandent si elle les protégera vraiment du miasme. Un attendant jaloux dit qu'une telle chose ne devrait même pas être louée. Notre héros les avertit qu'il y a des monstres aux alentours qui peuvent sentir une source de miasme à l'intérieur. Blake suspecte qu'il y a une créature qui cause cela, mais le magicien dit que ça pourrait aussi être un objet maudit. Après tout, les objets maudits, qu'ils soient fabriqués par des humains ou qu'ils se retrouvent naturellement dans des endroits sombres, peuvent générer du miasme. Parfois, des monstres puissants qui produisent ce type de miasme naissent de ces objets. Et cette même fumée crée des monstres qui, à leur tour, intensifient encore le miasme. Ainsi, plus de monstres sont générés. Le roi démon est un bon exemple de ce cycle vicieux. De plus, si la source du miasme qui produit les monstres est vaincue, les autres créés par elle disparaissent aussi. C'est pourquoi, lorsque le roi démon a été défait, la moitié des monstres de son royaume a disparu avec lui. Tous les monstres du monde n'ont pas disparu. Ed croit que s'ils comprennent les principes derrière la création des monstres, ils pourront développer des mesures de combat. Soudain, elle manque de trébucher sur une pierre. Notre protagoniste la saisit doucement. Il lui demande si tout va bien et dit que le sol est très sombre. Lorsqu'il propose de porter la fille sur son dos, son accompagnatrice le réprimande, lui disant de ne pas la traiter comme une enfant. Elle est un prodige. La sorcière dit que ça va et demande à ce qu'ils avancent dans la mine abandonnée. Soudain, la fumée démoniaque devient plus dense. Plus loin, un minotaure apparaît, rugissant, un monstre de niveau 5. Leigh pense qu'il serait intéressant de capturer cette créature, mais c'est l'accompagnatrice de la sorcière qui s'en chargera. Les sorcières qui accompagnent Teda commencent à lancer des sorts contre le monstre. Juste avant que le sort n'atteigne le monstre, il rugit et interrompt leur magie. Les filles sont effrayées et Eda dit que les magiciens ordinaires ne réussiront pas à le capturer. Elle affirme qu'ils auront besoin de la mage de barrière. Son accompagnatrice insiste pour qu'Eda soit responsable de la capture du minotaure. Elle décide de laisser cela à la sage sorcière, mais elle ne semble pas très à l'aise avec la situation. Elle avance hésitante et s'approche du grand minotaure, tenant son bâton nerveusement, jusqu'à ce que la créature avance vers elle. Eda semble préparer un sort et le monstre est sur le point de l'attaquer avec sa hache. Juste au moment où il est sur le point de l'atteindre, une barrière apparaît, sauvant sa vie. Les autres sorcières sont choquées de voir une énorme barrière entourer le minotaure. En réalisant que c'est le mage de barrière, Blake qui la maintient. Elle lui demande de ne pas interférer avec Eda, mais elle leur dit rapidement de se taire. Elle affirme qu'elles ont amené Blake pour capturer la créature, même si elle a peur que la barrière puisse se briser. Cependant, une barrière raffinée peut bloquer et purifier le miasme, affaiblissant le monstre. La mage la plus faible ne savait pas que les barrières pouvaient être si efficaces pour supprimer un monstre. Ainsi, un monstre de niveau 5 devient complètement impuissant, montrant le niveau de la force de la barrière de Blake. Même Eda, la sage sorcière, ne pourrait faire quelque chose de tel. Elle annonce à tous ses assistants que, grâce à Blake, ils ont réussi à capturer le monstre. Maintenant, ils doivent revenir. Elle affirme que le mage de barrière les a sauvés. Elle demande qu'ils amènent le monstre avec eux. En voyant la fille s'éloigner, contrariée, le protagoniste semble comprendre ce qui se passe dans son esprit. Moment plus tard, elle remercie son peuple pour le travail accompli. Elle dit qu'ils peuvent tout maintenant étudier la physiologie du monstre en utilisant le grand minotaure de niveau 5 comme référence. Elle trouve les barrières très pratiques car elles permettent de déplacer un corps aussi imposant avec aisance. Elle se demande combien de temps la barrière peut être maintenue. Il répond que, tant qu'il reste à proximité, cela peut durer éternellement. Cependant, les barrières ordinaires ont tendance à perdre leur effet lorsque la magie s'épuise. La jeune fille considère cela un peu problématique. L'assistant suggère de recapturer le monstre en utilisant la magie d'Eda. Notre protagoniste dit qu'il peut résoudre le problème en utilisant un papier avec un symbole magique.
Il explique que c'est un cercle magique qu'il a créé pour maintenir des barrières démoniaques et il fonctionne automatiquement. La jeune fille se souvient d'avoir vu quelque chose de similaire dans le royaume démoniaque, mais n'a jamais vu un cercle magique comme celui-ci. En disant que le créateur doit être incroyable, il la remercie, insinuant que c'est lui qui l'a fait. Notre protagoniste commente qu'il a créé ce cercle magique à 9 ans. Il y a 30 ans, le miasme du royaume démoniaque était en train de détruire tout le continent. Ils avaient réuni de nombreux mages de barrières. Au début, il tentait de maintenir la barrière manuellement sans quitter les lieux. Alors, il a créé le cercle magique. Il suffisait d'alimenter ce cercle avec de la mana. Cela pouvait se maintenir pendant longtemps, leur permettant de se reposer et de manger. Avec 100 personnes maintenant la barrière avec cette magie, ils ont réussi à couvrir tout le royaume démoniaque. Mais à la fin, il a été le seul à s'occuper des barrières. En conséquence, cela a drainé beaucoup de magie en lui et a été difficile à maintenir seul. Les sorcières ont reconnu qu'il avait fait quelque chose d'incroyable. Elles lui ont demandé s'il n'était pas fier de cet exploit. Notre héros préfère laisser de côté toute cette histoire pour l'instant. Il dit qu'il ne pense pas que ce soit si important. Puis il va activer le cercle magique. Dès qu'il l'active, la barrière commence à se maintenir seule et garde le Minotaure prisonnier. Ce processus peut durer plusieurs heures et il compte rester à proximité pendant la recherche. Reda remercie le mage Blake pour son aide. Ils commencent alors la recherche et l'analyse du monstre et du miasme. Elle désigne les mages pour différents rôles dans l'étude. Le protagoniste reste pendant tout le processus. Après que tous les mages sont rentrés chez eux, Blake remarque qu'Eda est la seule qui reste. La jeune fille dit qu'elle a préparé une chambre pour lui dans le laboratoire où il peut dormir. Elle affirme qu'elle va accélérer la recherche rapidement pour protéger les citoyens de ces menaces. Le protagoniste souhaite rester avec elle durant le processus, inquiet pour Eda, même si elle s'y oppose. Mais il dit qu'il est simplement préoccupé car la barrière peut échouer. C'est la première fois qu'il crée une barrière injectable. La jeune fille lui permet alors de faire les choses à sa manière. Notre protagoniste agit comme convenu. Une semaine passe. Un minotaure est encore emprisonné dans la barrière créée par notre mage. Le protagoniste décide de sortir et de parler à l'assistante d'Eda. Il ne veut pas interférer dans leur politique interne, mais se demande pourquoi tout le monde part tôt, excepté la sorcière. La jeune fille répond que, comme il n'est pas de la ville, il ne devrait pas s'impliquer. Blake fait remarquer qu'Eda a dirigé la recherche seule tout ce temps et demande s'ils ne vont pas aider la sorcière. La jeune fille répond que la sorcière est un génie et que des gens ordinaires ne peuvent pas l'aider, non seulement en magie, mais aussi dans la recherche. Personne ne peut suivre le rythme de la jeune fille. C'est pourquoi ils essaient de faire ce qui est à leur portée, pendant les heures de travail, sans déranger Eda. Elle lui propose alors d'aller chez lui puisqu'il ne peut pas beaucoup aider. À la fin, il retourne dans sa chambre. La Bruxa de 13 ans s'endort. Elle est gentille. Notre protagoniste retire sa veste et la couvre. Quelques jours plus tard, la fille annonce qu'il est temps de faire une pause. Tous vont à la cafétéria, tandis qu'elle mange seule. Blake lui dit qu'elle devrait faire une pause au lieu de rester enfermée dans le laboratoire. Edna répond qu'elle ira dans sa chambre plus tard et qu'elle ne veut pas le laisser enfermé dans le laboratoire. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter pour elle. Elle lui dit aussi de prendre une pause. Tous vont à la cafétéria pour manger un grand banquet. Pendant ce temps, la Bruxa réalise sa recherche seule, profondément concentrée, sans personne pour l'accompagner. La recherche est à un niveau si élevé que personne ne comprend ce qu'elle fait. On commente qu'elle aurait pu capturer le monstre seule sans le magicien de la barrière. Son compagnon le plus loyal dit que si on laisse tout entre ses mains, tout ira bien. Mais notre protagoniste n'est pas d'accord. Les magiciens s'agitent avec cela. Blake dit qu'il n'est pas mature de la complimenter constamment et de tout laisser sur elle. Elle est encore une enfant. La femme lui dit d'arrêter de la traiter comme une enfant, car elle est le plus grand génie de l'histoire du royaume. Tous les magiciens s'accordent à dire que, bien qu'elle semble être une enfant, elle est déjà une adulte. Ils affirment qu'ils ne comprennent rien d'elle. Notre protagoniste convient qu'elle est une brillante chercheuse anti-centre de magie, plus capable que la plupart des adultes. Mais cela ne change rien au fait qu'elle est encore une enfant. Elle regarde les autres avec envie. Pendant le combat avec le Minotaure, elle s'est figée, car pour brillante qu'elle soit, elle est aussi gentille. C'est pourquoi elle agit comme les adultes s'attendent à elle. Il dit qu'il est absurde qu'ils affirment avec autant de confiance qu'elle est une adulte. Il demande s'ils ont déjà eu une conversation honnête avec la Bruxa pour comprendre ses sentiments, ou s'ils n'ont jamais réellement voulu aider Edna. Tous les magiciens présents restent sans voix et décident de sortir, perdus dans leurs pensées. À ce moment, la Bruxa apparaît avec une expression triste et fatiguée. Notre protagoniste essaie de lui parler, mais elle se retourne et s'en va sans dire un mot. Plus tard, dans sa chambre, Blake entend un coup à la porte. La Bruxa de 13 ans entre et demande si elle peut parler un moment.
Il prépare un peu de café pour elle et elle s'excuse pour le dérangement. Notre héros enroule une couverture autour d'elle, puisqu'il fait froid, et elle le remercie. Elle boit le café de manière innocente, s'excusant de l'avoir entraîné dans ses problèmes. Il admet qu'il s'est impliqué de son propre chef. Elle dit qu'au début, elle était excitée à l'idée de travailler avec les magiciens. Mais les choses ont changé après. Tous ont commencé à l'appeler génie, et tout est devenu plus facile. Mais elle sait qu'ils ont commencé à faire le minimum et à lui laisser tout le travail. Cela a toujours été ainsi. Les gens autour d'elle ont fini par changer à cause d'elle. Ce n'étaient que des gens ordinaires d'un village normal. Il n'y avait ni nobles, ni magiciens dans sa famille, juste des paysans. Depuis très jeune, elle a rapidement appris à parler, puis à marcher. Elle a appris à lire à partir d'un livre que ses parents avaient à la maison. Très tôt, elle s'est fascinée par la magie et elle était déjà considérée comme un génie. Depuis ce jour, elle a commencé à recevoir des cours de magie et rapidement, elle est devenue une magicienne extraordinaire. Un immense talent. Tous ont commencé à l'appeler génie et prodige, s'attendant à ce qu'elle soit indépendante. Elle a été forcée d'agir comme une adulte plutôt que comme une enfant et a dû grandir très vite. La recherche et le combat des magiciens sont la mission de leur vie. Bientôt, elle a commencé à faire des recherches et à s'entraîner au combat. À 6 ans, elle était très désespérée à l'époque. Elle devait répondre aux attentes de ses parents et de tous ceux qui l'entouraient. Elle a toujours été vue comme un génie et non comme une enfant. À cause de cela, elle devait essayer d'endurcir son cœur. Mais au fond d'elle, elle ressentait encore de la tristesse. Notre protagoniste réalise qu'il a aussi peur des monstres. Après tout, quand il a sauvé Edna, ils ont affronté un minotaure. Même à l'époque, elle semblait plutôt effrayée. La fille dit qu'il est très observateur d'avoir remarqué cela. Après tout, elle a vraiment peur d'affronter des créatures. Quand elle a fait partie de l'équipe des héroïnes, elle était en avant-garde. Elle a lutté directement contre des monstres. Elle était sur la défensive. Cependant, elle a tellement peur des monstres qu'elle n'arrive pas à se battre seule. Notre protagoniste comprend qu'il a aussi peur de lutter contre les créatures. Bien qu'il supprime sa peur pendant la bataille, il se bat tous les jours. Il espère que la peur finisse par perdre son effet sur lui pour pouvoir survivre. La fille voulait faire de même. Blake lui dit qu'elle n'a pas besoin de ça, qu'elle est bien comme elle est. Cependant, tous veulent qu'elle soit forte, plus forte que la plupart, qu'elle soit un génie. Elle veut donner le meilleur d'elle-même pour ne décevoir personne et pouvoir vaincre des monstres. Au fond, elle craint d'être abandonnée. Elle craint que ses parents la voient comme inutile ou sans talent. Elle redoute que les gens autour d'elle cessent de la considérer comme un génie et l'abandonnent à cause de cela. Alors, elle commence à entrer en panique. Elle implore les gens de ne pas l'abandonner, promettant qu'elle sera un génie et se comportera comme une adulte, suppliant désespérément de ne pas être laissée derrière. À ce moment, notre protagoniste caresse doucement sa tête et dit que tout ira bien. Il promet qu'il ne l'abandonnera jamais, la sorcière Eda. Il dit que sa vie a été vraiment difficile et qu'elle a déjà souffert suffisamment. Il reconnaît qu'elle a fait un excellent travail. La sorcière s'effondre en larmes et étreint le mage barrière. Elle dit que tout ce qu'elle voulait vraiment, c'était jouer avec ses amis, manger des bonbons et passer du temps avec sa famille. Bien qu'elle aime étudier, elle déteste se battre contre des monstres parce qu'elle a peur de se blesser. Elle voulait demander de l'aide parce que les enfants dépendent généralement des adultes. Mais dans son cas, puisqu'elle est un génie, personne ne veut l'aider car elle est déjà perçue comme une adulte. Blake lui dit qu'elle n'a pas besoin d'essayer. C'était si difficile qu'elle peut lui demander de l'aide. Le protagoniste promet que chaque fois qu'elle traversera un moment difficile, elle pourra compter sur lui. Les deux s'embrassent. Elle le remercie profondément, s'endormant dans ses bras tout en tenant sa main. Il se souvient d'une époque de sa vie, quand il a trouvé la fille allongée sur le sol de la forêt. Après l'avoir sauvée, il l'a mise au lit et s'est occupé d'elle quand elle était blessée. Il est resté à ses côtés tout le temps de sa récupération. Des années plus tard, il faisait la même chose avec la fille, maintenant plus grande. En tentant de s'endormir, elle demande au mage de ne pas la laisser seule. Notre héros lui dit qu'il est à ses côtés et qu'il ne va nulle part. Quelques jours passent et ils vont se promener dans la ville ensemble. La fille est habillée de manière décontractée. Quelques jours plus tôt, ils étaient allés au parc. Elle avait eu une réunion avec ses camarades, demandant à tous de donner le meilleur d'eux-mêmes dans leurs recherches. Tout le monde a travaillé très dur, y compris la fille. Les jours suivants, elle continue à demander de l'aide à tous et s'efforce beaucoup dans ses recherches. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle se sent épuisée et ait besoin d'un câlin de Blake. Elle dit qu'elle est si fatiguée qu'elle ne peut plus supporter. Notre protagoniste la réconforte gentiment et lui fait beaucoup d'étreintes. En réalisant qu'Eda était sous un stress extrême, il a voulu l'aider. Il a pensé à quelque chose qu'ils pourraient en faire ensemble. Il savait qu'elle avait un jour de repos et l'a invitée à sortir. Immédiatement, la fille l'a dit qu'elle voulait sortir avec le tonton Blake. Le lendemain, ils se retrouvent au marché de la ville, habillés de manière décontractée. Tous deux commencent à se promener et la sorcière remarque combien de personnes il y a dans la ville. Elle commente que c'est sa première fois au marché de la rue
principale parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de sortir. Blake lui dit que pour sa première fois là-bas, ça va être très amusant. Ils commencent à goûter tout type de bonbons. Et dès qu'Eda voit d'autres enfants, elle commence à jouer avec eux. Cela rend notre protagoniste très heureux. À la fin de l'après-midi, elle fait ses adieux à ses amis. La fille sourit beaucoup et passe devant une boutique qui vend des colliers et des bijoux. Notre protagoniste lui demande si elle aime quelque chose. Elle cherche un collier. Alors, notre héros dit qu'il va en acheter un. Eda propose de payer, mais le mage de la barrière dit que ce sera un cadeau pour elle. La fille est très heureuse avec son collier. Il remercia pour le présent. Même le vendeur commenta que Blake était un père très gentil. Sa fille était adorable. Au lieu d'expliquer la situation, ils suivirent simplement leur chemin, comme s'ils étaient père et fille. Une semaine plus tard, la sorcière déclara qu'elle n'avait pas trouvé de moyen de neutraliser le miasme. Grâce à son analyse, elle vit que la barrière était efficace pour bloquer et purifier le miasme. Elle prévoyait de rassembler plus de magiciens spécialisés dans les barrières. La sorcière demanda si elle pouvait compter à nouveau sur Blake. Il répondit que oui. Tous les magiciens dans la salle s'excusèrent d'avoir mis tout cela sur ses épaules. Ils la traitèrent comme une adulte. Ils avaient mis trop de responsabilités sur un enfant et négligé leur propre travail. Ils admiraient également Blake et avouèrent qu'ils étaient jaloux de lui. Ils lui montrèrent beaucoup de respect et firent preuve de fierté. Ils s'excusèrent sincèrement et se courbèrent devant lui et la sorcière. Blake et la sorcière leur dirent que tout allait bien et qu'ils ne s'en souciaient pas. Elle souligna qu'il était problématique de dépendre d'elle pour tout et qu'ils devaient travailler davantage. Ils présentèrent leurs excuses à Blake et lui dirent qu'ils comprenaient maintenant à quel point ces barrières étaient réellement importantes. Je confesse que la magie de barrière est véritablement incroyable. Eda demanda pourquoi il s'excusait sans raison. La femme répondit que c'était grâce à Blake. Ils avaient toujours senti qu'elle ne se portait pas bien et savaient que c'était en partie de leur faute. Mais ils n'avaient pas eu le courage d'agir et avaient peur d'affronter leur propre incompétence. Après que les magiciens eurent réprimandé et aidé la sorcière à sourire à nouveau, ils présentèrent leurs excuses. Ils admiraient vraiment les techniques et la personnalité de Blake. La sorcière de 13 ans déclara qu'elle pensait réellement que Blake était une personne admirable du fond de son cœur. Après avoir terminé la recherche, notre protagoniste prit congé du groupe de magiciens. La sorcière dit que si quelque chose de nouveau survenait, elle informerait Blake. Puis elle demanda quand il pourrait jouer à nouveau. Il répondit qu'il pouvait s'amuser dès qu'elle le souhaitait. Tous lui firent des adieux chaleureux au magicien des barrières. Il avait été absent pendant un moment et se demandait si son groupe allait bien. À mi-chemin, le trio s'inquiéta de son retard et lui dit qu'ils étaient vraiment préoccupés. Notre protagoniste commença à leur raconter l'histoire de sa capture de monstres. La rouquine savait que très peu de personnes avaient le privilège d'entrer dans le laboratoire de l'Institut de recherche. Les filles réalisèrent que, pour être proche de 2 membres de l'escouade des héros, sa magie devait être vraiment impressionnante. Elles se demandèrent qui était réellement Blake. Il demanda s'il s'était passé quelque chose pendant son absence et affirma qu'il leur montrerait les résultats de son entraînement au champ d'entraînement. Dès qu'ils arrivèrent, le trio commença à démontrer sa magie. Chacun d'eux lança simultanément un vortex magique triple. À la fin, le rouquin ressentit que tout aurait dû être meilleur. Il savait à quel point il était difficile de devenir fort. Un autre groupe de magiciens dit qu'il avait à peine réussi le test et les traita d'échecs. En réponse, ils admettaient qu'ils étaient vraiment des échecs et qu'ils se retrouvaient toujours en dernière position. Ils demandèrent de même s'ils allaient abandonner aussi facilement. Ils affirmèrent que dépendre du vieux n'était pas une bonne idée. Fatigué de cela, il déclara qu'il ne voulait pas juste abandonner ou compter encore sur le vieux. Le temps passa et le rouquin était maintenant à genoux, implorant Blake de lui enseigner la magie. Il voulait se renforcer et ne pas être renvoyé. Il expliqua qu'il était allé si loin parce qu'il était le fils aîné d'une famille noble du pays. En d'autres termes, sa famille comptait entièrement sur son succès, mais il n'était noble que de nom, n'ayant jamais connu de luxe et travaillant toujours dur. Le protagoniste dit qu'il pouvait l'aider, mais uniquement avec des techniques de barrière. Le rouquin s'y attendait déjà, mais il fut surpris quand Blake ajouta qu'il pouvait également lui enseigner des techniques de combat. Le garçon s'enthousiasma et ils convinrent de commencer. L'entraînement au combat le lendemain. Un jour passa et le rouquin demanda ce que les filles faisaient là. Les filles répondirent qu'il ne serait pas facile de les laisser derrière et qu'elles allaient aussi apprendre avec le vieux. Le protagoniste expliqua qu'il les avait invitées parce qu'elles ressentaient la même chose. Le roux était irrité de devoir implorer Clara. Elle comptait découvrir le secret derrière la force de Blake. Elle l'observe de plus près. Cependant, il perçoit son moment étrange. Elle veut agir sans se faire remarquer. Ils retournent à la forêt Mecha, où ils affrontent des monstres. Il lance sa magie de feu de ses mains et attaque une créature.
Cependant, alors qu'il était convaincu de sa propre force, un autre monstre apparaît pour l'attaquer. Il doit être sauvé par Blake et sa magie de barrière mobile, qui lui conseille de ne jamais baisser la garde. Soudain, beaucoup d'autres monstres commencent à apparaître. Les filles sont effrayées. Blake leur dit d'observer. S'il y a beaucoup d'ennemis, elles pourraient utiliser de la magie de zone. Alors, il utilise une barrière mobile tournante pour toucher tous les ennemis en même temps. Le trio est surpris par son pouvoir. Il tue les monstres d'un seul coup. Il réalise que l'ancien est incroyablement fort et lui demande comment il fait. Il répond que c'est une longue histoire sur la façon dont il est devenu si fort, en maintenant simplement la barrière dans le royaume des démons. Après tout, cela s'est passé il y a 30 ans, quand il avait seulement 9 ans. Il a montré son potentiel en tant que magicien de barrière. Il a été emmené dans le royaume des démons. On leur a confié la tâche de créer des barrières pour supprimer la miasme et les monstres de l'endroit. La rémunération était très limitée. Tout, comme la nourriture et l'eau. Ensuite, ils ont été abandonnés, en raison de la nature de la mission qui exigeait le maintien des barrières. Ils ne pouvaient pas quitter la zone. Ils n'avaient presque pas de temps pour dormir. Ils continuaient à maintenir la barrière, sans nourriture ni fourniture. Il était à bout, tant physiquement que mentalement. C'est alors qu'il a eu l'idée de créer un cercle magique qui maintiendrait la barrière automatiquement. Clara dit que peu de gens réussissent cette affaire. Cela et suppose qu'il a échoué. Mais en réalité, notre protagoniste a travaillé dur et a réussi à créer le cercle en seulement quelques jours. Il a développé un cercle qu'il pouvait infuser avec sa magie. Ce jour-là, il a dormi comme s'il n'y avait pas de lendemain. Quelques jours plus tard, il a donné son argent à un marchand afin qu'il transmette la méthode de la barrière aux autres magiciens. Il devait simplement résoudre les problèmes de nourriture et d'abri. Il a demandé à entrer dans la forêt pour chasser, mais elle était pleine de monstres. Il a dû courir pour revenir. Après tout, les chevaliers ne livraient des rations que tous les quelques mois. Mais après un certain temps, même cela a pris fin. Sans autre choix, il a dû s'aventurer à nouveau dans la forêt à la recherche de nourriture. Il a évité les monstres, a ramassé des fruits dans les arbres et a utilisé ses magies de barrière. Mais ce n'était pas très gratifiant, car la miasma était intense. Il devait purifier la forêt, mais ses techniques actuelles de barrière étaient inefficaces contre les monstres. Il a décidé qu'il devait devenir plus fort. À partir de ce moment, il a commencé à étudier des techniques de barrière pour trouver une solution. Il a entraîné durement et a finalement pu renforcer ses barrières. En appliquant des restrictions à court terme, il collectait plus facilement des ressources. 3 ans plus tard, Blake avait déjà 12 ans. Il est entré calmement dans la forêt. Ses barrières s'étaient affinées, restreignant la plupart des monstres pendant plusieurs minutes. Avec la miasma purifiée, sa magie avait augmenté. Il pouvait ressentir sa croissance clairement. Pour l'instant, il n'avait pas encore la capacité de vaincre des monstres efficacement. Les barrières étaient des robustes, mais il ne pouvait ni les déplacer ni les utiliser pour des attaques. Il a continué à étudier et à chercher des moyens de rendre ses barrières mobiles. Grâce à ses efforts, après 3 ans d'entraînement, il pouvait les déplacer avec facilité. Il a nommé son nouveau style d'attaque la technique de la barrière offensive. Cela lui a enfin permis de manger de la viande à nouveau. La nourriture avait un bien meilleur goût. Cependant, c'était de la viande de monstre purifiée pour enlever la miasma. Bientôt, il a étudié encore plus de techniques de barrière, y compris les propriétés de forme et de rigidité. Il a acquis de l'élasticité. La viscosité a modifié toutes ses propriétés. Ainsi, il a développé ses techniques de combat en utilisant des barrières. Pendant ce temps, un monstre se préparait à cracher du feu sur notre protagoniste. Sans même regarder, il crée une barrière et bloque le souffle mortel. Ensuite, il saute sur sa propre barrière et concentre une attaque avec la main. Une barrière mobile. Il l'utilise pour couper le monstre et l'anéantir avec facilité. Il explique qu'il est devenu capable de changer la forme de la barrière, la transformant par exemple en une épée. Le trio est estomaqué de voir qu'il a vaincu une autre salamandre d'un seul coup. Même lui ne réalise pas totalement à quel point il est devenu fort. Tous comprennent alors la raison de son pouvoir et son impressionnante histoire de vie. Ils reconnaissent que sa vie a été douloureuse et ils ne montrent pas à quel point il est incroyable. Blake dit que s'ils mettent le même effort que lui, ils peuvent obtenir les mêmes résultats, car ils ont du potentiel. Les filles trouvent étrange qu'ils disent cela si naturellement. Cela semble même un peu insensible. La rouquine n'a pas peur, car elle veut devenir forte comme le mage et ne voit pas d'autre moyen. À ce moment, le vieux leur dit de faire face aux salamandres qui apparaissent. Il affirme que s'ils essaient dur, ils pourront vaincre ce monstre. Mais le trio est terrifié. Ils disent qu'il n'y a aucune chance de vaincre la salamandre seule. Les mages commencent à faire l'éloge du capitaine Lancelot.
disant qu'il est très jeune et très habile. Il l'appelle Lord Lancelot, l'impeccable. Le capitaine dit qu'ils exagèrent, car il commet des erreurs. Les hommes l'appellent humble. Il remarque les bureaucrates qui ne savent que le flatter, et ses élèves affirment qu'ils ont raison. Il est devenu capitaine par mérite. Lancelot dit qu'il le surestime, et ses élèves le défendent, en le qualifiant de modeste. Mais au fond, il sait qu'il n'est pas si grandiose, juste quelqu'un avec un talent au-dessus de la moyenne. Dernièrement, cependant, ses capacités magiques ont stagné. Il n'a plus d'objectif à poursuivre. Après tout, le devoir principal de l'équipe royale de mages est de maintenir l'ordre public. Sans le roi démon, il lui semble difficile d'avoir des occasions de combattre des ennemis puissants. Même si la paix est merveilleuse, il se demande parfois combien de temps il devra vivre selon les attentes de tous. Un bureaucrate dit que les villages voisins sont attaqués par des monstres de bas niveau. Lancelot sait qu'il doit créer un centre de formation pour les recrues et pense à qui participera. Nous voyons le trio se plaindre de quelque chose qui se passe. Le protagoniste offre de l'eau et demande comment il peut rester si calme. Après tout, il s'apprête à partir en expédition avec la première division. Notre héros est habitué à combattre des monstres. Ils trouvent cela insensé. Ils se sentent un peu plus confiants, car ils ont entraîné avec le vieux et sont plus forts maintenant. D'autres groupes commencent à les traiter de ratés, comme d'habitude. Avant qu'une bagarre ne puisse éclater, le commandant ordonne à tous de rester en position. Lancelot dit qu'il faudra 2 semaines pour arriver au village et qu'ils devront affronter des dizaines de monstres de niveau 3. Ils formeront des escouades de 4 membres et maintiendront la formation tout le temps. Le commandant ordonne qu'ils commencent la marche vers les voitures pour partir en mission. Ils obéissent et commencent à marcher, mais ils se fatiguent extrêmement rapidement après avoir marché sans s'arrêter pendant 6 heures. Tous sont épuisés, car la colline est très raide. Les commandants annoncent une pause de 30 minutes. Tous remercient, mais l'un d'eux est irrité par les plus jeunes qui prenèrent du repos. Il dit que les recrues devraient s'occuper des membres de l'équipe et leur apporter de la nourriture. Ainsi, le trio de héros doit masser les épaules du membre le plus âgé pendant que les plus âgés dorment. Les recrues n'ont pas de repos et restent de garde. 7 jours plus tard, ils se sentent prêts à mourir d'épuisement. Aucun des 3 ne peut supporter tout ce qui se passe, sauf Blake, qui semble parfaitement bien et plein d'énergie. Offrant de l'eau au groupe, il dit que dans le passé, il a eu des expériences similaires durant ses promenades en forêt. Le trio ne peut pas juger le vieux. Il n'a tout simplement pas de normes normales. Il se demande où sont les autres recrues. Le commandant dit qu'ils ont couru loin, il y a longtemps. Ils affirment que le trio s'en sort bien, puisque la plupart des recrues fuient dans les premiers jours. Un commandant idiot demande si Blake était celui qui est entré sur la recommandation d'Alice. Alors, il se moque de lui, l'appelant un mage de barrière d'âge mûr. La rouquine le défend en disant qu'il est entré par mérite et qu'ils ne savent pas à quel point il est vraiment puissant. Le commandant dit que le trio est devenu arrogant et a cessé de respecter ses supérieurs. Juste au moment où il semble qu'une bagarre va éclater, Lancelot intervient pour empêcher cela. Il demande au trio de rester loin des problèmes et il le remercia pour son intervention. Le commandant ne peut pas croire qu'il a vaincu Gunther et suppose qu'il doit cacher sa véritable force. 14 jours passent et ils arrivent enfin à un village détruit par des êtres maléfiques. Un homme dit que les villages ont été constamment attaqués par des créatures. Il affirme savoir où se trouve le repère du monstre et implore qu'ils le détruisent. À l'extérieur, nous voyons le trio complètement épuisé, tandis que Lancelot parle avec l'habitant. Notre héros revient et s'excuse d'avoir laissé la direction du groupe entre ses mains. Les chefs de l'escouade commencent à se regrouper pour écouter les paroles du commandant. Lancelot affirme que le chef du village leur ment. Les lieux sont brûlés, mais il n'a pas vu de femmes et il soupçonne qu'elles sont menacées par des démons. Tous sont surpris par la capacité de Lancelot à voir la vérité si rapidement. Il dit qu'ils ne doivent rien consommer du village car ils savent que les créatures attaqueront pendant leur sommeil. Personne n'ose s'opposer au plan du capitaine d'embusquer les monstres. Mais notre héros soulève réellement une objection et lève la main pour proposer une idée. Les commandants disent à la recrue Blake d'arrêter de se croire important et de respecter la décision de Lancelot. Mais le capitaine lui dit d'arrêter cela, affirmant qu'il se moque que ce soit une recrue ou non. Il veut entendre l'opinion de l'homme. Notre protagoniste pense qu'ils ne pourront pas sauver les otages qui ont été capturés avec la stratégie actuelle, mais le capitaine dit qu'il ne sait pas où se trouvent les ennemis. Blake envisage de les chercher jusqu'à la tombée de la nuit. Les autres ne croient pas que cela fonctionnera, puisque le temps est court et que les villageois n'aideront pas. Blake dit qu'il est possible de traquer les monstres en utilisant ses techniques de détection de barrières. Il explique que cette barrière détecte des cibles dans un certain périmètre. En transformant la barrière en particules, il peut enregistrer les mouvements de tout ce qui la touche. De cette façon, il peut détecter non seulement des personnes et des monstres, mais tout ce qui a une forme physique.
Les commandants pensent qu'il ment, car pour eux, les techniques de barrière sont inutiles. Pour prouver que cela fonctionne, il dit qu'il y a 2 personnes derrière lui, buvant de l'eau et bâillant. Ils sont choqués et pensent que tout a été enseigné par le mage de barrière. Lancelot décide de laisser son escouade localiser le repère des monstres et de sauver les otages. Les autres croient que même si les recrues partent à l'attaque, la situation ne changera pas. Cependant, le capitaine déclare que l'opération commencera la nuit. Alors que la nuit tombe, le protagoniste Ruth marche dans la forêt à la recherche de la cachette. Il est heureux que Lancelot ait confié une tâche aussi importante à la recrue. Comme elle l'a deviné, le capitaine ne croit pas vraiment qu'ils auront du succès. Elle demande si le vieux peut vraiment trouver les monstres. Il dit que oui, mais que la portée n'est pas très grande. Ils devront donc marcher un certain temps. L'équipe trouve le vieux anormal pour son âge et n'est plus surprise. Clara pense que ce trio est incroyable et que les techniques de barrière sont très puissantes. Cependant, chaque fois qu'elle est avec lui, elle ressent une nervosité croissante et son cœur bat vite. Pendant ce temps, les mages royaux dorment dans leur cabane. Les monstres commencent à envahir leur chambre, prêts à les attaquer. 3 créatures vicieuses arrivent près du lit de Lancelot. Elles tentent de le frapper avec un couteau. Avant qu'elles ne réussissent à toucher, le capitaine les repousse loin avec sa magie. Il se rend compte qu'il s'agit d'hommes lézards de niveau 3. Il pense qu'il sous-estime les autres mages. D'autres mages se réunissent pour attaquer les hommes lézards et soutenir leur capitaine. À ce moment-là, des orques de niveau 4 apparaissent également pour compliquer les choses. Ils commencent à attaquer avec fureur, frappant et blessant les mages réels. Les mages entrent en panique face aux attaques furieuses des orques. Mais Lancelot arrive et les attaque avec son sort de feu, éliminant la menace. Il continue sa quête de monstres à abattre. Ses subordonnés remerciant le capitaine. Mais un seigneur orc de niveau 6 apparaît, les terrifiant. Il croit que ce n'est pas le type d'ennemi qu'ils peuvent vaincre à cause de son niveau élevé. À ce moment-là, le capitaine intervient. Ils disent que Lancelot est invincible. Prenant les devants, il saute sur le géant orc et prépare 2 sorts, lançant les 2 simultanément. Il attaque l'orc et les gobelins en même temps. Une fois que sa magie extrêmement puissante se dissipe, il ne reste rien des monstres. Il atterrit au sol. Tous commentent à quel point le capitaine est incroyable. Se rendant compte que les monstres sont organisés, il sait qu'il y a un commandant derrière eux. Soudain, quelque chose commence à émerger et il se demande ce que c'est, commençant à ressentir de la peur. Entre-temps, le groupe pénètre dans une mine et découvre les femmes retenues en otage. Il les sauve toutes, qui restent éternellement reconnaissantes. Notre protagoniste remarque quelque chose d'étrange et s'approche. Soudain, un orque massif et intelligent commence à parler avec Lancelot. Il demande à Lancelot s'il se sent opprimé en présence du grand Barbarossa. Les mages réels réalisent que l'orque est un être de niveau 8 et croient que leur capitaine va vaincre. Le géant orque tente d'attaquer le groupe de mages réels avec son arme. Lancelot a utilisé beaucoup de magie lors des batailles précédentes et ne peut lancer qu'un dernier sort de haut niveau. Il ne peut pas se tromper. Les mages réels sont confiants, persuadés que leur capitaine va gagner et vaincre le géant. Évitant plusieurs attaques du monstre, le capitaine reste concentré, se pensant invincible. Mais soudain, un coup touche Lancelot et l'envoie voler, laissant tout le monde effrayé. Le géant déclare que ce sera la fin du capitaine Lancelot. Quand il touche le sol, il détruit tout avec son immense arme. Mais le monstre s'effraie en voyant une barrière magique qui le protège et le sauve. Le responsable de la barrière est Blake. Notre protagoniste, le mage de la barrière, dit qu'il est arrivé juste à temps. Les mages réels sont choqués qu'il ait pu interrompre l'attaque de la hache géante. Ensuite, il demande à Lancelot s'il souhaite qu'il guérisse ses blessures. Blake lance un sort pour soigner les blessures du capitaine. Lancelot réalise qu'il s'agit d'une magie sacrée et pense que Blake utilise seulement de la magie de barrière. Blake répond que c'est une technique de barrière curative qui utilise purification et régénération. Un géant orc de niveau 8 demande comment il ose rester calme devant lui, devenant extrêmement furieux et avançant vers notre protagoniste. Mais son attaque est interrompue par la barrière de Blake et n'atteint aucun des deux. Il demande à Lancelot s'il a une chance de gagner. Lancelot dit qu'il a un sort de haut niveau pour anéantir l'orc. Pour l'instant, il a besoin de temps pour se remettre et l'orc doit être sur ses gardes pour pouvoir être touché. Notre héros dit qu'il va le couvrir et continuera à utiliser les barrières pour la défense afin d'éviter que l'orc ne perçoive le sort de haut niveau qui s'approche. Blake va se battre. Lancelot est choqué et lui demande comment il va se battre uniquement avec des techniques de barrière défensive. Montrant en pratique, notre protagoniste crée des barrières autour de ses mains et de ses pieds. Comme l'énergie fluide dans son corps, il saute en avant avec force. Il parvient à voler en utilisant les barrières, surprenant même le monstre. Puis, il entre en collision avec la créature géante. Sa force propulse le monstre loin, le faisant tomber au sol. Son corps massif le rend encore plus furieux. Le magicien continue à utiliser la barrière sous ses pieds pour sauter haut. Il atteint la hauteur du monstre. Il prépare un coup de poing, la barrière enveloppant ses doigts. Il assène un
puissant coup au visage de la créature. Au moment où le monstre se retrouve étourdi, Blake crie au capitaine de lancer son sort. Ancelot obéit et se prépare à utiliser sa puissante magie de haut niveau. Il tire un sort extrêmement puissant de flammes et d'énergie spectrale. Cela anéantit instantanément l'orque de niveau 8. Lorsque l'explosion magique se dissipe, la créature est au sol, complètement brûlée et blessée. Tous célèbrent la défaite du géant et ne s'attendaient pas à moins du capitaine Lancelot. Épuisé, il dit qu'ils ont réussi, d'une manière ou d'une autre. Avant qu'il ne puisse s'évanouir, notre héros le saisit par le bras et loue sa magie, déclarant que c'était incroyable. Le capitaine rend le compliment. Cependant, tous reconnaissent uniquement l'effort du capitaine Lancelot, et non celui de Blake. Il commente qu'il aurait facilement triomphé si Blake n'avait pas intervenu. Il l'accuse de voler la gloire. Lancelot demande qu'on cesse ses commentaires. Sans lui, il n'aurait pas gagné. Pourtant, notre héros dit que le capitaine aurait pu gagner sans lui. Il explique que le capitaine est humain. Il n'est pas parfait ou invincible. Quelle que soit sa force, il reste mortel et ses compagnons doivent se battre à ses côtés. Les mages royaux demandent s'il se moque du capitaine. Le protagoniste se met en colère et dit qu'il sait ce que c'est de lutter seul. Maintenant, il connaît la paix d'avoir des gens à ses côtés. Il reconnaît aussi qu'aucun humain n'est parfait, et le capitaine l'est aussi. Les mages royaux s'irritent et s'éloignent, offensés. Peu après, les otages sont restitués en toute sécurité au village. Le chef du village admet qu'il était menacé et demande pardon. L'identité du géant oiseau rouge reste inconnue et de nombreuses questions planent encore. Après cela, ils retournent à la capitale royale. Le trio a été loin de chez lui pendant longtemps et est épuisé. À ce moment-là, quelqu'un appelle notre héros pour discuter. Lancelot l'invite au bar et s'excuse pour cette prompte invitation. Pour la première fois, quelqu'un a invité Blake à sortir manger et cela le rend heureux. Le capitaine dit que c'est la première fois qu'il invite un ami à faire quelque chose comme ça. Ils cessent d'être formels et commencent à s'appeler par leur vrai nom. Les deux portent un toast pour être simplement deux hommes communs. Puis ils trinquent à nouveau pour être deux personnes imparfaites. Après cela, ils passent des heures à rire et à s'amuser au bar comme de véritables amis. De retour à la capitale royale, notre protagoniste a un jour de congé. Il marche seul dans les rues. Beaucoup de choses se sont produites récemment et il est incertain de ce qui viendra ensuite. Grâce à l'héroïne Alice, qui fait maintenant partie de sa vie, il sait qu'il doit la remercier. Pendant ce temps, une personne encapuchonnée court derrière lui, heurtant notre héros et s'excusant rapidement. Il lui demande si elle s'est blessée. Soudain, la fille prend sa main et l'emmène dans un endroit qu'il ne connaît pas encore. Les chevaliers royaux sont à la recherche de la jeune fille qui s'enfuit. Ils se demandent où elle est passée et commencent à la chercher. Elle s'excuse de l'avoir entraînée ainsi. À ce moment-là, il se rend compte que c'est l'héroïne Alice. Elle s'enfuit des gardes persistants. Elle dit avoir entendu parler de ses récentes prouesses. Cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Blake répond qu'il n'a rien fait de spécial et demande pourquoi Alice est poursuivie. Animée, la fille explique qu'elle fuit les préparatifs pour la célébration de la chute du roi démon, ainsi que d'autres événements auxquels elle est contrainte d'assister. Elle doit rencontrer des milliers de personnes importantes. De plus, elle doit répondre à des lettres et s'occuper de documents bureaucratiques importants. Notre héros imagine que cela doit être très difficile. Eda et les autres partent, mais ils n'ont presque pas autant de travail qu'Alice. Elle est surchargée. C'est pour cela qu'elle a fui ses responsabilités. Elle ne pense pas aux conséquences. Blake comprend qu'Alice a besoin d'une pause pour se calmer. Il lui demande alors si l'héroïne veut sortir avec lui pour éclaircir son esprit. Elle a tant fait pour lui. Il veut la remercier adéquatement. Sans hésiter, la jeune fille accepte l'invitation. Elle ne savait pas qu'il existait un endroit comme celui-ci, si près de la capitale. C'est devenu le lieu préféré d'Alice. Blake lui demande s'il peut envahir son espace personnel quand elle souhaite rester seule. Elle le permet. Alors, elle sort plusieurs aliments de sa lanchette pour qu'il les partage. Notre héros est impressionné par les sandwichs qu'elle a préparés. Il lui demande pourquoi il y a 2 sandwichs, mais elle ne s'explique pas. Rapidement, ils commencent à manger. Notre protagoniste fait l'éloge du goût de la nourriture qu'elle a préparée. Il dit qu'elle est une excellente cuisinière. Alice répond qu'elle est très domestique, malgré le fait d'être une héroïne. Notre protagoniste ne trouve pas cela étrange. Alice explique que, avant de devenir héroïne, elle n'était qu'une fille ordinaire vivant dans un village simple. Une fille ordinaire, bonne dans les tâches ménagères, sans pouvoirs spéciaux, jusqu'à ce qu'un jour, elle reçoive une révélation et la bénédiction de la déesse Altria. Depuis ce jour, elle est devenue héroïne. Une héroïne qui a reçu des visions sur la manière de vaincre le roi démon. Elle a traversé un entraînement rigoureux pour devenir une guerrière. Elle n'avait jamais tenu une épée avant cela et elle a fini avec des ampoules aux mains. Elle admet que c'est incroyable comme elle est devenue forte si rapidement. Elle a trouvé le maniement de l'épée amusant et croit que cela doit être un talent. Blake est d'accord. Elle est devenue très forte en peu de temps. Elle dit que l'entraînement a été difficile. Les ennemis étaient très forts et elle avait peu de compagnons. Après avoir beaucoup travaillé, la jeune fille a réussi à trouver une manière de vaincre le roi démon.
Elle dit qu'il y a maintenant peu de monstres et que la plus grande menace est partie. À présent, il y a la paix. Tout le monde peut sourire, mais elle reste une héroïne. Blake dit qu'il n'est qu'un vieux mage qui a passé 30 ans à créer des barrières. Il ne sait rien du monde. Alice lui demande pourquoi il se dévalue ainsi. Même quelqu'un comme lui a des convictions et des choses qu'il est seul à pouvoir faire. Notre protagoniste confesse qu'il veut protéger Alice. Il continue à mettre en place des barrières dans le royaume démoniaque pour protéger tout le monde. Cela s'applique également à elle. Alice est une héroïne et l'humaine la plus forte du monde. Elle demande s'il veut toujours la protéger. Blake ne se soucie pas qu'elle soit une héroïne. Il veut protéger Alice en tant que personne. Pour lui, Alice est une jeune fille merveilleuse, affectueuse et travailleuse. La jeune fille ne sait pas comment réagir à tant de compliments venant du mage. Elle le remercie simplement et confesse qu'elle est frustrée par tout. Après leur sortie, elle remercie le protagoniste pour la merveilleuse journée qu'ils ont passée ensemble. Ensuite, elle dit qu'ils pourraient aller dans un autre endroit ensemble, à nouveau. Après s'être dit au revoir, nous voyons quelqu'un espionner notre héros. Gunther, l'ancien vice-capitaine de la 5e division, maudit et espère que le protagoniste meure. Un mage royal dit que Gunther sera transféré dans la région de Mabel. Il devient furieux d'avoir été rétrogradé et insulte l'homme qui justifie en disant que Gunther a abusé de son autorité et a agi avec une conduite extrêmement inappropriée, causant même des problèmes dans l'unité d'entraînement. Ce mage royal dit qu'il a atteint sa limite. Il ne va plus couvrir ses défauts, malgré tous les avantages qu'il a accordés à ce mage. Maintenant, il se sent trahi par lui. L'homme affirme que former une équipe avec lui a été une erreur. Il n'aurait jamais imaginé être aussi naïf. Il dit à l'autre de recommencer à la frontière du royaume suivant. L'ancien vice-capitaine devient furieux d'être envoyé ailleurs. Il réagit de manière négative et agressive, déversant sa colère en donnant des coups de pied. Tous ceux qui l'entourent lui jettent des regards de mépris. Il se sent profondément humilié. Les magiciens de la capitale trouvent drôle ce qu'il a fait. La situation a terminé de manière tellement honteuse. Complètement enfurié, Gunther lâche un sort de feu tout en insultant les magiciens. Le lendemain, il est démis de sa position par un magicien de rang supérieur. Il tente de se justifier, disant qu'il a un statut nobiliarchique élevé, mais l'homme répond qu'il devrait être en prison. Il devrait se sentir chanceux d'être seulement renvoyé, étant donné qu'il a déjà été essentiel pour le pays. Gunther se demande pourquoi il est traité ainsi. Il tombe à genoux dans la rue, tandis que les gens l'ignorent, claquant la porte devant son visage. Il pense qu'Alice, l'héroïne, pourrait comprendre sa valeur. Après tout, il est tombé amoureux d'elle au premier regard, lorsqu'ils ont combattu côte à côte. Il espérait qu'elle remarquerait son charme, jusqu'à ce que Blake apparaisse et que la jeune fille oublie complètement Gunther. Cela lui a causé beaucoup d'envie et de jalousie. Il traite Blake de racine de tous les maux. Il continue de se demander où est Alice pour qu'il puisse lui parler, jusqu'à ce qu'il la trouve dans la rue, aux côtés du magicien de la barrière. Avant qu'il ne puisse se réjouir de les voir, il fait face à son arch-ennemi qui observe les deux. Il se demande pourquoi cela se produit. Il croyait être celui qui devrait être là, en compagnie de la guerrière. Ainsi, son rêve de l'épouser et de vivre à ses côtés est détruit. Cela engendre en lui une profonde rage envers le magicien de la barrière, souhaitant sa mort. Il conclut qu'il doit anéantir Blake et prendre Alice pour lui, affirmant que l'héroïne lui appartient depuis le début. Dans la capitale royale, tous les recrues sont en formation, réunis en un seul endroit. Les gens sont présents pour célébrer la cérémonie de soumission du roi démon. Il annoncerait les postes désignés, commençant par le garde du portail principal de l'unité, puis le responsable de l'escorte de la loi d'Alice et de son équipe de héros, espérant qu'ils feront partie de l'équipe d'escorte. Quelque temps plus tard, il termine l'annonce de tous les postes. Le garçon roux se demande pourquoi tous les magiciens royaux les regardent, jusqu'à ce que Clara réalise qu'ils font partie de l'équipe qui accompagnera Alice et les héros. Tous sont choqués d'apprendre qu'ils appartiennent à cette équipe. Les magiciens royaux n'apprécient pas l'idée de recrues effectuant l'escorte. Lancelot déclare rapidement que cela a été une recommandation personnelle de la propre Alice. Ils se sont distingués lors de l'attaque des monstres. Blake a même réussi à vaincre Lord Gunther et à gagner la confiance d'Alice et d'Eda. Tous conviennent qu'il est réellement assez fort pour se battre aux côtés du capitaine. Ce dernier déclare que c'est la décision finale et ordonne qu'ils remplissent leurs devoirs respectifs. Les magiciens obéissent. Surpris, le quatuor arrive devant la chambre de l'héroïne. Blake a l'impression qu'il va vomir de nervosité. Les filles trouvent cela désagréable et lui disent de se calmer, mais elles tremblent toutes d'anxiété et n'ont d'autre choix que d'entrer dans la chambre. Dès qu'ils entrent, l'héroïne Alice et la sorcière Eda les attendent déjà. Ils sont surpris de voir les deux si proches. Leur protagoniste les salue comme s'ils étaient déjà amis. Alice dit qu'elle a entendu parler du grand travail que Blake a réalisé en vainquant les monstres, ce qu'elle attendait déjà de lui. Le quatuor est impressionné par la proximité et la familiarité qui semblent exister entre eux. Ils s'assoient avec les chevaliers royaux et deviennent très nerveux, jusqu'à ce que l'héroïne déclare qu'ils ne vont pas leur faire de mal et qu'ils peuvent
peuvent se détendre. Teresa trouve que les deux sont très sympathiques, mais que les chevaliers sont effrayants. Elle déclare avoir recommandé Blake car elles connaissent très bien ses compétences. Les filles élégantes qui accompagnent Eda trouvent réconfortant de le voir là. Clara est impressionnée de voir autant de personnes incroyables connaître Blake, ce qui indique qu'il n'est pas une personne ordinaire. La rouquine avait déjà remarqué à quel point il était remarquable, mais ne s'attendait pas à ce niveau. Un des chevaliers fait une suggestion à l'héroïne et demande si les trois qui accompagnent Blake sont aussi forts. Disant que cela ne transmet pas l'aura de personnes fortes, ils semblent être des magiciens débutants. Peu importe combien de fois vous les regardez. Il suggère qu'ils devraient peut-être être remplacés par des magiciens plus expérimentés. Les trois jeunes admettent qu'ils ne sont peut-être pas si utiles. Mais de toute façon, Blake leur fait confiance. Clara se lève. Elle demande à faire partie de la mission. Les trois disent qu'ils peuvent le faire, mais personne ne sait vraiment de quoi. Ils sont capables. Le chevalier royal demande s'ils peuvent passer un test avec lui. Alors, les trois se positionnent devant lui, dans une arène. Il dit que les règles sont simples. S'ils parviennent à le toucher une seule fois, ils gagnent. Le chevalier royal n'utilisera pas de magie, se mettant ainsi en désavantage. Les trois n'aiment pas la façon dont il les méprise. Irritée, la rouquine lui dit de ne pas faire cette tête. Elle se prépare à lancer un sort de feu. Les trois se concentrent et attaquent le chevalier royal ensemble. Après que les trois soient tombés au sol, ils demandent si c'est déjà fini. Ivan est choqué de voir qu'il a esquivé toute leur magie. Ce chevalier royal affirme avoir été formé par la loi de Walburga. Il dit qu'il ne perdrait pas contre des magiciens comme eux. Walburga faisait partie de la vanguardia des héros de la Sainte Épée. C'était un génie dans l'art de l'escrime. Elle a beaucoup d'expérience en combattant des magiciens et il n'y a aucune chance de la vaincre. Le chevalier royal ne peut pas confier la mission d'escorte à des humains impuissants. Il demande combien de jours il reste avant la cérémonie. Alice répond qu'il reste 3 semaines. Blake demande s'il serait accepté dans l'équipe s'il parvenait à devenir plus fort tout seul. Le chevalier royal dit qu'il les évaluera 3 jours avant la cérémonie et décidera ensuite. Notre héros demande ce qu'il devrait en faire. Le trio refuse de se décourager et veut devenir plus fort. Les deux héroïnes disent qu'elles soutiennent l'équipe et leur souhaitent bonne chance. Le chevalier se demande ce qu'ils peuvent vraiment accomplir en seulement 3 semaines. Mais il dit qu'il observera leur performance. Le trio prévoit de donner tout ce qu'il a pour devenir plus fort. Il se dirige vers la forêt de Mecca, affrontant des monstres géants de haut niveau. Il crie et fuit les monstres de niveau 3, apeurés, pensant qu'ils ne peuvent pas gagner. Pendant ce temps, le protagoniste, flottant dans une barrière, dit qu'ils peuvent gagner. Il affirme qu'ils ne deviendront pas plus forts s'ils fuirent le combat. La rouquine rassemble son courage et lance sa magie de feu sur les monstres. Mais la créature évite l'attaque et apparaît juste devant Ivan. L'homme lézard se place devant lui. L'équipe réalise que leurs sorts n'ont pas été très efficaces et ne sait pas quoi faire. Blake dit qu'ils doivent découvrir par eux-mêmes comment survivre et devenir plus forts. L'homme lézard est sur le point d'attaquer férocement la rouquine. Mais avant qu'il puisse en finir avec Ivan, notre protagoniste intervient et crée une barrière. Il dit qu'il les protégera lorsque les choses se compliqueront. Ensuite, il motive le trio en leur disant qu'ils peuvent y arriver. Il affirme qu'ils peuvent devenir plus forts s'ils sont bien préparés. Clara mentionne qu'ils doivent se souvenir des paroles du vieux afin d'être prêts. Cependant, Blake explique qu'il ne peut pas entraîner leur magie. Il peut seulement enseigner des techniques de barrière et connaît les bases de l'entraînement physique. Ils sont incertains quant à la direction à prendre. Mais notre héros les oriente à utiliser les cartes qu'ils ont déjà en main. En se remémorant la conversation qu'ils ont eue avec le vieux, ils comprennent ce qu'ils doivent faire maintenant, améliorer leur capacité physique par la magie. Lorsque la prochaine attaque de l'homme lézard arrive, la fille évite facilement l'attaque. La rouquine attaque avec du feu, utilisant son sort pour la première fois. Cela semble fonctionner et le lézard se brûle légèrement. Elle s'exclame, disant à la créature de ne pas se laisser distraire tout en lançant son sort. C'est complètement efficace et anéantit le monstre de niveau 3. Le trio est ravi de cette victoire et décide de maintenir cette formation. Notre protagoniste reconnaît qu'en luttant ensemble, ils multiplient leurs forces. Surtout s'ils s'entendent bien, ils grandiront encore plus ensemble. Le deuxième jour d'entraînement, le protagoniste les fait escalader une montagne pour améliorer sa résistance et sa force. Au 3e jour, ils commencent à comprendre leurs propres capacités. Ils utilisent des feux de forme nouvelles, comme la guérison. Plusieurs jours passent et ils améliorent considérablement la qualité de leur sort. Alors, 3 jours avant la cérémonie, le chevalier royal annonce que l'évaluation sera réalisée à nouveau. Il est déterminé à agir différemment cette fois et à ne pas perdre. Dès que le chevalier royal voit leur confiance,
excessive, il demande si Blake les a encouragés. Cependant, il ne voit aucune valeur dans une confiance illusoire. Après tout, il s'apprête à affronter une dure réalité. Le roux pense qu'il doit attaquer en premier pour garantir la victoire. Il lance son sort de feu. Cependant, le chevalier coupe le sort avec sa faux, disant que c'était inutile. Ensuite, Teresa apparaît derrière lui, lançant son sort violet avec vigueur. Le chevalier dévie aussi cette attaque et affirme qu'elle est également inutile. Il tente de frapper la fille, mais elle esquive. Il pensait que ce coup allait l'atteindre. Il réalise alors qu'ils ont amélioré leurs compétences physiques et techniques pendant ce temps. Il note aussi qu'ils combattent bien en équipe. La bataille continue avec le trio attaquant et le chevalier parant leur coup. Après un moment, le trio commence à se sentir fatigué. Ils réalisent donc que le chevalier royal est vraiment très fort. Ils décident de parier tout sur une séquence finale d'attaque. Ils avancent contre le chevalier royal en une formation tactique qu'ils ont déjà entraînée. L'équipe prévoit d'utiliser la magie récemment acquise en unisson. Alors, les trois lancent des sorts massifs de niveau intermédiaire en même temps. Le chevalier royal parvient à couper les énormes sorts tirés contre lui. Cependant, il finit épuisé et se sent frustré d'avoir évité leur attaque combinée. Dans ce moment, Alice déclare que le combat est terminé. Ils se sentent vidés de magie et réalisent qu'ils ont perdu. Blake dit qu'ils devraient être fiers car ils sont devenus plus forts en seulement 3 semaines. Unit s'approche d'eux et annonce qu'ils ont réussi le test même en ayant perdu. Avec une fissure dans son armure, il affirme que c'était un sort impressionnant. S'agenouillant devant eux, il dit qu'ils sont devenus remarquablement plus forts en 3 semaines. Il croit qu'ils se tireront bien de la mission d'escorte et que le vieux est fier d'eux. Le trio est très heureux de recevoir cette reconnaissance pour leur dur travail. On note alors qu'ils ont une relation de maître et disciple. Elle pense qu'avec l'équipe de Blake, la cérémonie se déroulera sans problème. Cependant, la sorcière sait qu'il y aura encore des rumeurs et espère que tout se passera sans contretemps. Pendant ce temps, nous voyons Gunther, affaibli, marchant dans les rues, ayant l'air terrible. Enfin, le jour de la cérémonie de soumission au roi démon arrive. Tout le monde, dans la ville célèbre, et applaudit alors que l'équipe de héros passe en carrosse. Le trio de jeunes est émerveillé par la taille de la foule. Ils savent qu'ils doivent escorter la héroïne correctement. Blake réalise que les compagnons d'Alice sont dans une carrosse tirée par des dragons. Derrière eux, la héroïne arrive subitement et veut parler à notre protagoniste. Cependant, il croit qu'ils doivent maintenant se concentrer sur leur travail. À ce moment, il sent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'échouer. Après tout, selon les mots du chevalier royal, la héroïne et ses compagnons sont des cibles vivantes. Il commente qu'il y a eu de nombreuses tentatives répétées de kidnapper ou d'éliminer les héros. C'est pourquoi le groupe existe, pour protéger leur vie. Blake sait qu'ils doivent être plus vigilants que jamais. Pendant ce temps, l'ancien vice-capitaine de la 5e division observe tout cela de la foule, brûlant de haine envers notre protagoniste et désireux de l'anéantir. Puis soudainement, il commence à courir en direction du carrosse des héros. Tout le monde remarque que la personne frénétique est Gunther. Tous les soldats royaux se précipitent vers lui sans montrer de miséricorde. S'il essaie de résister, il répète frénétiquement qu'Alice sera à lui et qu'il éliminera Blake. Les gardes royaux l'attaquent. Il les incendie avec sa magie. Le public est terrifié par les flammes de son sort. Tous réalisent qu'il est un mage. La sage sorcière apparaît derrière lui et lance un sort d'eau. Elle apaise les brûlures des soldats royaux. Un groupe de jeunes avance et immobilise l'homme avec leurs propres mains. Il commence à devenir furieux, mais ne peut pas résister et s'effondre au sol. Il jure et se plaint de Blake et des héros. Il dit que si Alice ne vient pas à lui, il brûlera tout avec sa magie. À ce moment-là, il lance une torrente de flammes en direction de l'héroïne. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, notre héros la protège avec une barrière. Cela irrite encore plus Gunther, le mage de la barrière. Notre héros apparaît aux côtés des héroïnes, subjuguant l'ex-vice-capitaine. Alice demande pourquoi il agit ainsi. Gunther répond qu'il la veut à ses côtés. Il dit qu'il aime l'héroïne, tout comme le jour où ils ont confessé leurs sentiments. Cependant, la jeune fille dit qu'ils n'ont presque jamais parlé et que cette conversation n'a jamais eu lieu. Alors qu'il est emmené par les gardes, il insiste sur le fait qu'ils ont beaucoup discuté. Il continue de crier qu'il veut son amour en retour. La sorcière sait qu'il ne peut pas distinguer illusion et réalité. Alice déclare qu'elle n'a jamais eu de petite amie car elle n'a pas le temps pour les romances. À ce moment, la sorcière de 13 ans s'adresse à la foule. Elle annonce que le fou a été arrêté et que tout va bien maintenant. Tous les citoyens se calment grâce à la présence des héros. Ils poursuivent leur chemin, heureux d'avoir de bons mages à leur côté. Ils complimentent Blake pour avoir lancé une barrière et sauvé Alice. Ils notent également que le trio est très habile et qu'il a été utile. Blake dit que les gens les voient comme des décalés, mais qu'ils sont excellents.
Ils n'ont simplement pas encore réalisé tout le potentiel qu'ils ont. Lorsque les jeunes arrivent au château, ils sont impressionnés par sa luxuosité, surtout la rouquine, qui est extrêmement excitée par la richesse du lieu. Blake dit qu'ils ont été invités par les héros, une bonne raison d'être heureux. Clara fait remarquer qu'ils attirent beaucoup l'attention et qu'ils devraient se calmer un peu. Alice et la sorcière apparaissent soudainement, demandant s'ils apprécient la cérémonie. Les deux filles sont extrêmement bien habillées pour la cérémonie de subjugation du roi démon. Tout le monde fait des compliments aux deux jeunes filles. Notre protagoniste dit qu'elles sont magnifiques. Alice et Eda deviennent de rouge et remercient de l'ancien pour les compliments. Lancelot apparaît et dit que Blake s'est très bien débrouillé jusqu'à présent. Cependant, il affirme que son équipe s'est encore plus illustrée. Oui, il pense qu'il est simplement modeste, mais finit par s'en trouver trop. Blake fait également l'éloge des capacités de guérison de Clara. Elle devient timide face aux compliments. Alice demande quand ils sont devenus si proches du capitaine Lancelot, disant que c'est inattendu. Tous continuent à discuter et à s'amuser, en plus de bien manger et boire. Cependant, les invités de haute position semblent ne pas apprécier l'équipe qui écoute les héros. Blake commence à se sentir mal à l'aise en présence de la foule. Alors surgit la question, où sont les autres héros? Val, Rue, Hermina? La sorcière dit qu'Alberg ne participe pas à la cérémonie et que Hermina est occupée. Notre protagoniste voulait simplement saluer les héros. Alors la musique commence à jouer pour initier la danse du bal. À cause de cela, Alice invite notre protagoniste à danser. Blake dit qu'il n'a jamais dansé auparavant, mais finit par se joindre à l'héroïne. Elle lui dit de simplement suivre ses pas et que tout ira bien. Il danse glorieusement, de manière magnifique. Les autres filles se sentent un peu jalouses, tandis que Tim trouve tout cela très amusant. Ensuite, le mage de la barrière invite la sage sorcière à danser. Elle accepte sur le champ et ils dansent aussi de manière charmante. Là, on remarque que le capitaine Lancelot sourit. Le capitaine est surpris par le changement dans sa propre attitude après avoir rencontré le mage de la barrière. L'héroïne pense qu'il est une personne spéciale qui influence tout le monde autour de lui pour le mieux. Il commente que Gunther a été influencé de manière négative par lui puisqu'il est une personne méprisable. On se demande ce qui va lui arriver. Le capitaine dit qu'il est emmené à la guillotine. Il affirme que son obsession l'a conduit à ce point, et ce n'est pas la faute d'Alice. Quelques jours passent, et la cérémonie arrive à sa fin. Notre protagoniste dit qu'après cette cérémonie, elle devra partir en expédition pour un continent différent. Ça va être difficile. Alice dit que c'est le destin du groupe de héros. Ils doivent également rapporter la défaite du roi démon. C'est pour montrer le pouvoir du royaume d'Andria. Bien qu'elle préfère rechercher des barrières, si quelque chose arrive à la capitale royale, elle doit s'en occuper. Notre protagoniste dit qu'elle fera ce qu'elle lui a demandé. Alors, la sage sorcière lui murmure à l'oreille qu'elle veut jouer avec lui la prochaine fois qu'il reviendra. Il promet qu'il jouera avec elle. Ensuite, les deux jeunes filles partent en carriole. Blake leur souhaite un bon voyage vers le prochain continent. Après leur départ, le capitaine dit que c'est la première fois que le groupe de héros quitte la capitale depuis la défaite du roi démon. Il espère que rien de mauvais ne leur arrivera. Pendant ce temps, Gunther, le maniaque, semble planifier quelque chose de sinistre dans la prison. Une semaine après le départ du groupe de héros, le temps passe sans qu'aucun incident étrange ne se produise. Mais dans la prison, Gunther apparaît, machiavélant quelque chose dans son esprit. De nombreuses semaines passent et les jeunes continuent d'entraîner leur magie. Les mages annoncent que l'entraînement est terminé. Le trio est épuisé. Even commente que c'était juste un autre jour d'entraînement et qu'il veut partir en mission. Les filles trouvent cela fou et sont même reconnaissantes qu'il n'y ait pas de mission. Le rousse est devenu si fort qu'il désire un défi réellement excitant. Il remarque alors un regard étrange du vieil homme et lui demande s'il est fâché. En réalité, le vieux a un pressentiment que quelque chose approche. Les chevaliers royaux annoncent qu'une énorme vague de miasmes se rapproche. Tous les présents sont choqués d'apprendre cela. Leek, le capitaine Lancelot et les autres mages s'envolent pour vérifier la situation. Ils aperçoivent une immense vague de miasmes dirigeant vers la ville. Les habitants sont terrifiés en voyant la fumée noire s'approcher et commencent à fuir. Une petite fille tombe au sol et sa mère la protège, craignant qu'elle soit engloutie par la fumée. Mais notre protagoniste intervient et crée une barrière autour d'elle. Il crée ensuite une barrière sur toute la capitale royale pour purifier le miasme. Cela protège tout le monde et fait disparaître la fumée, comme le capitaine l'avait espéré. Blake sauve tous ceux de la ville. Le mage commente qu'il peut maintenir cette barrière pendant quelques mois. Cependant, il ne peut pas utiliser le cercle magique dans ce cas. Les mages continuent de léviter au-dessus de la ville pour évaluer la situation. Ils voient plusieurs mages fous massacrer des gens dans les rues avec leurs sorts. Le capitaine Lancelot se demande si une guerre civile commence.
Il demande aux mages de maintenir la barrière et que chaque escouade défende sa zone désignée. Il se demande si c'est une invasion d'un autre continent ou juste une rébellion. Pendant ce temps, les plus jeunes courent pour sauver des personnes qui sont anéanties dans les rues. À la lumière du jour, le capitaine Lancelot parvient néanmoins à sauver quelques civils, demandant aux escouades de faire de même. Ainsi, une guerre éclate entre les mages de la capitale royale et les mages criminels. Ils déclenchent l'évacuation de la ville et la protection des civils. Les mages enragés attaquent les mages de la capitale royale avec l'intention de les éliminer. Cependant, le groupe d'Evan et les deux filles parviennent à esquiver les attaques. Les criminels ne cessent cependant de les attaquer, essayant de les éliminer à tout prix. Puis Thérius renforce les deux autres, les rendant plus puissantes. Clara et Evan avancent alors contre les mages criminels. Ils attaquent en lançant leurs sorts, réussissant à les abattre avec une relative facilité. Clara commente qu'en comparaison avec l'entraînement de Blake, cela est bien plus facile. Elle avait vraiment pensé qu'elle mourrait pendant l'entraînement du vieux. Maintenant, ils sont entourés de plusieurs mages criminels et se demandent combien d'entre eux sont là. Il n'a pas d'autre choix que de lutter. Il doit utiliser ses feux pour vaincre ses magiciens. Une enfant dans la rue est sur le point d'être incendiée par les magiciens lunatiques, jusqu'à ce que Thérèse se sacrifie pour sauver l'enfant et empêcher que le sort ne l'atteigne. Dès que la boule de feu explose, tout le monde est choqué. Ils pensent que la fille aurait pu être touchée, mais l'héroïne a créé une barrière autour d'eux, les sauvant et évitant leur mort. Notre protagoniste commence à ériger des barrières autour de tous les citoyens qui étaient sur le point d'être tués par les magiciens. Le capitaine est surpris de voir tous les civils protégés par des barrières. Il réalise que tout cela est maintenu par Blake, le magicien des barrières, qui a créé une barrière pour chaque personne vivante dans la ville. Clara continue d'attaquer les magiciens criminels sans relâche. Après les avoir vaincus, elle se dirige vers une autre fille qui tient un enfant dans ses bras. Elle répète que la barrière du vieux l'a protégée et a sauvé sa vie. Elle remercie Dieu pour cela et remarque que le vieux n'est pas près d'elle. Elle se rend compte qu'il doit être en train de lancer cette magie depuis un endroit éloigné. Elle regarde aussi autour d'elle et voit des barrières couvrant tous les habitants de la ville. Elle se demande comment il parvient à protéger chaque personne dans la capitale royale de cette manière. Mais elle soupçonne déjà que cela provient du vieux. Elles savent qu'il est incroyable. Lancelot remarque que toutes les barrières qui protègent le peuple de la capitale royale sont l'œuvre de Blake. Les magiciens se plaignent. L'armée rebelle a un nombre très élevé de personnes. Le capitaine demande s'il y a des troupes supplémentaires de l'Académie des magiciens pour les aider, mais il semble qu'il n'y en ait pas. Lancelot sait que s'il abandonne le lieu, les citoyens seront en danger. De plus, cela prendra beaucoup de temps. Pour rejoindre le château, il ordonne à ses magiciens de quitter la zone avec les troupes de chevaliers. Après tout, Blake va les soutenir. À ce moment, les magiciens réalisent que le capitaine a une grande confiance en le magicien des barrières. Normalement, il aurait retourné seul. Mais pendant ce temps, le capitaine lance ses sorts et compte sur le magicien Blake. Tous les magiciens ennemis commencent à attaquer les chevaliers royaux d'un seul coup. Les chevaliers refusent de laisser ces criminels entrer dans le château. Mais les maniacos sont très forts et continuent de lancer des sorts sans relâche contre eux. Alors, ils commencent à envahir le château. Cependant, avant qu'ils ne réussissent à entrer, ils heurtent l'une des barrières de Blake. Ils réalisent que l'entrée du château est protégée par le magicien des barrières. Après cela, ils sont attaqués par les chevaliers royaux qui les éliminent sans pitié avec des coups d'épée. Ils remercient le magicien des barrières qui maintient tout cela. Notre protagoniste remarque d'autres magiciens criminels lançant des sorts dans sa direction. Cependant, il bloque facilement les sorts qui viennent vers lui, jusqu'à ce qu'un homme avec une main en pierre apparaisse derrière lui et agrippe sa jambe, le prenant par surprise. Dès qu'il tombe au sol, l'une des barrières disparaît. L'homme qui a fait cela réalise qu'il n'a pas une seule égratignure. Alors, il fait face à Gunther et comprend que cette rébellion a été orchestrée par lui. Le vilain demande comment il ose parler à un magicien de haut rang et noble comme lui. Il déclare et crie qu'il anéantira notre protagoniste. Ensuite, il admet qu'il a perdu son calme et affirme qu'il est un chevalier noble. Blake demande s'il ne devrait pas être en prison. Le vilain répond qu'il a eu des partisans qui l'ont sorti de là. Cependant, il n'explique pas comment cela s'est produit. Après tout, il prévoit d'anéantir Blake et ne voit pas la nécessité d'expliquer quoi que ce soit. Notre héros demande pourquoi il fait cela. Le vilain dit que c'est à cause du magicien des barrières, qui est une personne sans valeur. Il affirme que c'est la faute du magicien s'il a été renvoyé et envoyé en prison, de l'autre côté de la frontière. Et par-dessus tout, il a emporté avec lui sa bien-aimée Alice. Tout cela a perturbé ses projets. Donc la culpabilité revient au magicien des barrières. Mais le protagoniste demande si ce n'est pas juste du karma. Après tout, s'il avait agi correctement, il ne se retrouverait pas dans une situation aussi lamentable. De plus, il dit qu'Alice n'a jamais su comment un amant. Cela commence à enfurir sérieusement l'ancien vice-capitaine royal. Pendant ce temps, notre héros lui dit d'arrêter de blâmer les autres pour avoir ruiné sa propre vie.
l'homme entre en frénésie et déclare qu'il va brûler notre héros jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Peu importe à quel point il est fort, il maintient trop de barrières en même temps et ne pourra pas gérer Gunther. De plus, tous sont des combattants expérimentés. Enfin, le maniaque accomplira sa vengeance et éliminera le protagoniste, ainsi que ses mages de rebut. Ils commencent à lancer des sorts de toute leur force contre le mage des barrières. Hunter célèbre le fait qu'il pourra enfin anéantir le protagoniste. Ils lancent une attaque groupée avec leur mage de rebut, mais notre héros défend facilement avec une main, créant une barrière. Le criminel ordonne de lancer plus de magie pour briser sa barrière. Certains des mages s'approchent nord de lui et commencent tous à attaquer avec des sorts en même temps, créant une vague massive de sorts puissants pour anéantir Blake. Il renforce sa défense avec l'autre main, empêchant les sorts de l'atteindre. Cependant, après un certain temps, sa barrière commence à se fissurer et il devient effrayé. À ce moment-là, le mage criminel lance plusieurs rafales de sorts. Incapable de créer une autre barrière à temps, notre protagoniste commence à esquiver et utilise ses techniques de barrière. Il évite et bloque toutes les attaques, mais les mages ne s'arrêtent pas. Ils lancent tout ce qu'ils ont contre notre héros. Il place une barrière sur sa jambe et saute haut dans les airs pour échapper à l'explosion. Cependant, il ne s'arrête pas une seconde. Ils disent qu'il n'y a nulle part où il peut courir. Notre héros crée une sphère avec ses barrières dans ses mains. Il utilise alors ces barrières pour se propulser vers l'avant et voler loin des attaques, atterrissant au sol. Il parvient à dévier tous les sorts. Il sait qu'il ne peut pas utiliser toute sa puissance, car une barrière entoure toute la capitale. Selon Gunther, il sera éliminé parce qu'il insiste pour protéger des citoyens sans valeur. Mais Blake dit que c'est grâce à tous eux qu'il peut se battre, avec leur soutien. Le mage criminel s'irrite de ses bêtises et l'attaque à nouveau avec tout ce qu'il a. Mais notre héros esquive et se prépare à une contre-attaque. Il avance directement vers les mages rebelles et les touche avec ses barrières, renversant plusieurs d'entre eux d'un seul coup avec facilité, laissant son chef effrayé. Notre protagoniste explique que c'est une barrière mobile. Il dit que ces barrières ont des variations tant offensives que défensives. Cela inclut une technique de barrière qui peut guérir les gens. Son ennemi devient fou et demande d'où il tire tant de pouvoirs magiques. Après tout, les techniques de barrière sont censées être uniquement pour la défense, et seul un mage sacré peut guérir. Il dit que ce n'est pas juste qu'il puisse faire tout. Cela avec des techniques de barrière. Mais notre protagoniste essaie d'expliquer qu'il a beaucoup entraîné pour y parvenir. Le vilain devient furieux et essaie de l'attaquer encore une fois. Mais avant qu'il ne puisse agir, notre protagoniste se déplace plus vite et renverse les mages de rebut restants. Maintenant, il laisse le vilain seul et effrayé, tandis que Blake irradie un immense pouvoir avec un regard menaçant. Notre héros dit que Gunther est le dernier qui reste. Il lui demande pourquoi, il ne se rend pas tout de suite. Mais l'ennemi a un atout dans sa manche. Il sort un cristal violet et le porte à la bouche, ingérant une énorme quantité d'énergie. Une énergie violette commence à jaillir de son corps sans contrôle. Des veines noires apparaissent sur lui et il dit qu'il est maintenant invincible. Il avait prévu d'utiliser ce pouvoir lorsqu'il serait seul avec Alice. Mais maintenant, avec ce pouvoir, il peut même renverser un héros. Notre protagoniste commence à créer des barrières. Il déclare qu'il ne permettra pas que cela se produise. Le vilain lui ordonne de cesser de faire semblant d'être un protecteur et prépare un sort massif. Il lance un tourbillon de magie violette maléfique que notre héros bloque facilement avec une barrière. Cependant, celle-ci se brise subitement, le laissant sans protection et sous le choc. Une énorme explosion se produit ensuite, prenant notre protagoniste dans son milieu. Après avoir ordonné à l'homme de cesser d'agir comme un gardien et d'avoir brisé sa barrière, notre protagoniste parvient à éviter d'être touché en utilisant une barrière. Il se déplace pour échapper au centre de l'explosion. Cependant, le vilain ne cesse d'attaquer. Même avec Blake maintenant flottant au-dessus de la ville, notre héros continue de dévier. Aucune des attaques ne l'atteint. Irrité, son ennemi lui demande s'il ne parvient même pas à le toucher. Il commence à charger un coup spirale et dit que cela sera la fin de notre héros. Le vilain déchaîne un coup massif. Le protagoniste crée une autre barrière pour se protéger, mais celle-ci se brise. Il subit des blessures légères et l'ennemi dit qu'il est presque à l'agonie. Il affirme que ces barrières sont inutiles. Alors, il déclare qu'il est un anomale et mérite donc d'être anéanti. Au moment où il s'apprête à porter un autre coup pour mettre fin à la vie du protagoniste, quelqu'un apparaît derrière lui. Plusieurs sorts l'atteignent directement à l'arrière. Le trio qui accompagne notre protagoniste a attaqué Gunther par derrière. Clara commence à poser des questions sur les rebelles et dit que le corps du mage lutte pour gérer la miasme. Elle dit à notre héros de se battre de toutes ses forces pour vaincre le vilain. Son ennemi devient de plus en plus furieux et affirme qu'il anéantira tous. Le mage de la barrière, Blake, affiche une expression que personne n'avait jamais vue auparavant. La barrière autour de la capitale commence à se dissiper, tout comme les barrières qui entouraient chaque
citoyens dans la ville réelle. Blake commence à concentrer toute sa magie en un seul point, la libérant dans une explosion. Le trio est impressionné par la quantité de pouvoir magique qu'il possède. Tous commencent à prier pour qu'il gagne cette bataille. Pendant ce temps, le protagoniste est enveloppé dans un puissant flux d'énergie. Gunther dit qu'il est inutile d'agir si sérieusement maintenant, car il ne parviendra pas à porter un coup. Le vilain lance un autre sort extrêmement puissant contre le mage de la barrière, disant qu'il a déjà perdu sans même s'en rendre compte. Cependant, le protagoniste parvient à dévier le sort sans subir une égratignure, laissant le vilain en état de choc. Il était sûr que l'attaque l'aurait touché directement, mais il ne se décourage pas et dit qu'il le fera autant de fois que nécessaire pour gagner le combat. Notre héros n'hésite pas, même lorsque plusieurs sphères magiques volent dans sa direction. Le vilain affirme qu'il est impossible de les bloquer, car il s'agit de sorts de haut niveau. Blake crée une barrière magique autour de son ennemi, l'emprisonnant à l'intérieur. Ensuite, il libère une puissante décharge électrique. L'impact est si intense que Gunther s'effondre immédiatement au sol, complètement incapable de se relever. Le vilain Gunther ne peut pas croire en sa propre défaite. Alors, Blake affirme que les barrières existent pour protéger tous. Son ennemi ne parvient pas à prononcer un mot et est anéanti une bonne fois pour toutes. La miasme commence à disparaître de la ville au moment où il est vaincu. Tous les membres de l'équipe du vieux commencent à célébrer et à encourager son acte héroïque. Clara court pour donner un câlin au vieux, disant qu'elle est si heureuse pour cela. À ce moment, le capitaine Lancelot apparaît, disant que Gunther avait un objet maudit qui générerait la miasme. C'était un outil maudit qui avait été activé par son pouvoir magique. Notre protagoniste explique que quelqu'un était derrière tout cela, aidant le vilain. L'attaque aux monstres dans le village et la capitale réelle étaient des événements normaux. Le capitaine ne considère pas cela comme des coïncidences, mais comme des attaques orchestrées. Quoi qu'il en soit, il est satisfait que la crise à la capitale réelle ait été évitée. Il remercie Blake et les deux se saluent par une poignée de main. Après cela, des semaines passent. Le roi du continent le consacre comme le mage de barrière officiel de la cour pour ses contributions lors de l'attaque à la capitale. Aucune des personnes ne s'attendait à ce que le roi crée un nouveau titre juste pour lui, mais tous l'acceptent. Pendant ce temps, tous ceux qui aiment Blake applaudissent et se réjouissent. Notre héros n'a jamais espéré recevoir une position officielle. Ensuite, il est conduit à sa première apparition en tant que mage de barrière. Il y a une énorme foule de personnes venues uniquement pour voir le héros qui a sauvé la capitale réelle. Notre protagoniste salue la foule de personnes dont il a sauvé les vies. Après la cérémonie, il s'assoit, épuisé dans le hall du château. Il n'a jamais espéré devenir un mage de la cour. Il remercie tous ses amis qui l'ont soutenu. Sentant qu'il est beaucoup plus confiant, il réalise que ces barrières n'ont jamais été inutiles. Mais il ne sait pas quoi faire maintenant. Les techniques de barrière ont toujours été considérées comme sans valeur. Il désire répandre la nouvelle à travers le monde. Les barrières sont incroyablement utiles pour protéger les gens. Son objectif est de former des mages de barrière et de leur enseigner ces techniques. Ainsi, de plus en plus de personnes dans le monde pourront être protégées par les barrières. Ceci est l'histoire d'un mage de barrière de 30 ans qui a réussi à changer le monde. Cependant, une malédiction commence à peser sur Alice. Elle se met à crier désespérément à l'aide de Blake.